bienvenue à tous, mesdames et messieurs. Bonjour encore et merci infiniment de nous retrouver ce matin sur les antennes d'Equinox Télévision avec 10-12, le Zénith qui commence à l'instant. Et nous vous rappelons en même temps qu'à travers le Cameroun entier, vous êtes très nombreux à nous regarder et surtout à travers vos nombreux témoignages et les nombreux messages que nous recevons chaque jour. Nous vous témoignons nous aussi ce matin. Notre abnégation a toujours servi le peuple camerounais, le peuple que vous représentez et le peuple que nous sommes ensemble. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui entre Célestine Cortés-Quetcha et le Premier ministre chef du gouvernement? Il se dit justement qu'il y aurait eu un projet de tentative de sabotage d'un projet cher au président de la République, Paul Biya, afin de permettre bien sûr aux Camerounais d'avoir un accès au logement en toute propriété. Le gouvernement a signé un contrat commercial assorti d'une importante convention Cameroun-Italie, signée bien sûr côté Cameroun par le ministre de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire qui portait sur la construction de 10 000 logements sociaux dans la banlieue de Yaoundé. Tout semblait bien se passer jusqu'à la nomination de Célestine Cortés-Quetcha au ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Depuis lors, le projet est bloqué malgré les injonctions du Premier ministre camerounais. Et aujourd'hui, l'affaire prend d'autres tournures et tout est d'ailleurs à démontrer que la ministre tente à sa façon justement de désobéir au patron du gouvernement camerounais. La brouille est existante et surtout on se demande comment peut-on comprendre que entre le patron du gouvernement camerounais et un membre du gouvernement qui est justement, on va dire, désordre, qui est un regard qui tend justement à ne pas respecter les injonctions de celui-ci. Mais surtout, est-ce qu'on veut dire que Paul Biya ne contrôle personne, y compris même ce ministre ou cette ministre aujourd'hui? Madame, messieurs, l'affaire fait grand bruit dans le sérail. On se pose mille plus une question. Devrait-elle rester là ou pas? En attendant de voir, on garde le cap sur les Camerounais qui n'ont pas de logement social aujourd'hui et les Italiens qui se plaignent également de ce que le dossier n'avance pas. L'Italie qui devait financer le projet à 85%, le Cameroun à 15%. Jusqu'à présent, rien n'est fait. Finalement, on est quand même en droit de se demander si au niveau du ministère de l'Habitat, on est bien parti pour pouvoir donner de logements décents aux Camerounais. Qu'est-ce qui se passe avec la ministre Cortés-Quetcha? Bonjour la grande famille, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Bombo, Karine, Charlamel, Dominique, ensemble comme chaque matin, encore avec les Camerounais, nous tenterons de leur apporter l'essentiel de ce que nous avions conçu pour ce programme. Charlamel Bachou, bonjour. Bonjour monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Un bonjour tout à fait particulier à l'entrepreneur en chef de ce vaste et grand royaume. Monsieur Michel Ngachou, cela fait 7 ans, très exactement, que le Sénat n'a pas d'agent comptable. Il n'existe pas d'agent comptable. Il se raconte là-bas que c'est le secrétaire général qui tient tout, qui fait office et de secrétaire général et d'agent comptable. Comment se gère l'argent au Sénat ou l'argent du Sénat? Telle est la question qu'on a encore appelée à se poser ce matin. Des sommes sont allouées à cette auguste chambre. Pour quelle finalité? Pour quel type de gestion? Dans tous les cas, passons. Il se dit à votre suite, monsieur Michel Ngachou, qu'une affaire de 1 299 625 137 000 est en train de créer une diversion ou créer des divergences ou des discordances entre Madame le Mindu et le directeur de la SIC au sujet de l'achat d'un logiciel. Un logiciel à 1 299 625 137 francs CFA. On dit que le logiciel là va s'occuper de la paie, marché public, loyer, achat, comptabilité, ressources humaines et Cameroun. Un logiciel à hauteur de 1 milliard. 299 625 137 francs. Il ne faut pas oublier les détails. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on voit ça. Un logiciel. Quel tu avais dit que ça pose
En tout cas, on va tenter bien sûr ensemble de mieux comprendre ces situations. Pendant qu'on y est, madame, messieurs, il est important de rappeler que le Social-Démocratique Front aujourd'hui accuse. Il ressort bien évidemment de la dernière rencontre du NEC, et d'ailleurs en ce qui concerne les résolutions, que le RDPC, l'armée, le gouvernement sont de mèche avec les terroristes. C'est justement ce qu'il faut retenir de ce qui s'est dit récemment avec le NEC, oui, National Executive Committee, justement, pour dire que c'est assez grave, ces accusations que le SDF porte à l'endroit du RDPC. Ils disent que le RDPC, l'armée, le gouvernement sont de mèche aujourd'hui avec les terroristes. On en parlera. Bonjour à vous, mon Bengan Kanje. Bonjour, monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vous, téléspectateurs. Je vais à votre suite pour les logements sociaux. Les Camerounais n'ont plus où s'habiter. Et en défaut de maison, même le terrain, il n'y en a pas. Or, une seule réforme de 3 institutions aurait suffi. Une telle réforme, quelles sont les institutions en question? Il s'agit de la mailliture, de la SIC et du crédit foncier. Tout ça autour d'un seul ministère, le ministère de l'urbanisme et de l'habitat. Où la mailliture, on a refusé de la réformer. La SIC non plus, le crédit foncier encore moins. Voilà les 3 structures qui ont encadré la politique du logement social au Cameroun. On était même en train d'envisager les cités SIC en briques, des cités SIC en planches, qu'hélas, on ne peut même plus, même avec les parpaings, on ne peut plus. Donc, c'est dire que le ministère du Développement Urbain et de l'Habitat ne sert à rien au Cameroun? Ne sert à rien. Achidi Achou a dit politique Nandjangi. C'est pas moi, c'est un ancien Premier ministre qui l'a dit. Il dit donc, il faut rétribuer les gains politiques aux amis politiques. On a donc vu de créer beaucoup de portefeuilles ministériels. C'est pour ça que l'ex-ministère de la Ville a déjà changé d'acte de naissance plusieurs fois. Oui, c'était le ministère de la Ville. De la Ville au départ. Après, voilà, ministère de la Ville et de quoi là, développement urbain. On vient de ceci, voilà, on est dans ce tatillonnement, on n'arrive pas. Le crédit foncier n'arrive pas à être structuré. Or, une bonne politique bancaire de ce pays va faire en sorte que les banques d'investissement vont se déployer à investir pour le développement. Mettons, on se tourne vers l'Italie, oubliant qu'une banque, par exemple, montée parce qu'il dit Siena, nous a roulé avec le complexe sportif de Paul Biya Yaoundé. Bon. Allez, on est quand même en droit de se demander, oui, le ministère du Développement Urbain et de l'Habitat sert véritablement encore au Cameroun aujourd'hui. Quand on sait en même temps qu'aujourd'hui, la ministre est en brouille avec le directeur de la SIC, c'est assez grave également, qu'il y a des injonctions du Premier ministre chef du gouvernement qui ne sont pas respectées. Alors, répartition, Ndjangi, comme on le disait à l'instant, ben ouais, mais quand on fait le Ndjangi, il faut quand même que l'autre apporte au moins sa bonne contribution à la construction de l'édifice national. Attendons de voir ce que ça donnera dans les jours à venir. C'est le Cameroun. Bonjour Karine Sontia, bienvenue ce matin. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Le président Paul Biya a signé hier un décret portant création de la Société nationale des mines. Il s'agit d'une entreprise à capital public dans laquelle l'État sera l'unique actionnaire, mais il peut tout de même s'ouvrir à des actionnaires publics ou privé. La Sodamine est placée sous la tutelle technique du ministère des Mines et la Société nationale des mines est aussi placée sous la tutelle financière du ministère des Finances. 2 ministères, et dans le conseil d'administration de cette entreprise, il y aura un représentant de chaque ministère et nous allons pouvoir vous le citer dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. On en parlera justement ce matin, Karine Sontia, merci beaucoup. Et on parle également de ce sujet qui intéresse plus d'un. Qui est ce journaliste du quotidien Mutation qui a failli être lynché exactement à Ebolova dans la vallée d'une Thème, alors que lui, journaliste, ne faisait que son travail en allant rendre compte de la crise existante à l'EPC et le consistoire d'une Thème exactement. Il s'agit de Guy Roger Mvogo,
Diallo, journaliste qui a failli trouver la mort, n'eût été l'intervention d'un homme en tenue, effectivement, ce journaliste ne serait plus aujourd'hui. Il serait dans une glace assurément. Attendons, madame, monsieur, certainement comment l'émission. On reviendra sur ce sujet qui fait parler plus d'un, mais surtout, on parlera certainement, Karine, de la position du Cameroun concernant, vous le dites très bien, la liberté de la presse au Cameroun. Reporters sans frontières. Avec Reporters sans frontières. Merci à vous. Bonjour Dominique Audrey. Bonjour à vous Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte l'histoire de Bartel qui dit qu'il est boutiquier dans une des alimentations de son oncle. Il a à peine 30 ans et il a fait quasiment 2 ans dans cette boutique-là. Lorsqu'il est arrivé, des jeunes femmes venaient lui faire la recette, acheter les choses. Et c'est comme ça que cette jeune femme-là a commencé à lui faire des avances. Il a cédé, ils se sont mis ensemble. Et 9 mois après, la jeune fille lui fait savoir qu'elle est enceinte. Et aujourd'hui, le bébé est né et l'enfant est âgé de 9 mois. Le problème de Bartel, c'est que il dit que la famille de cette jeune femme est compliquée. Il dit que la maman de la fille est mariée à un adjudant-chef, mais malheureusement, celle-ci sort, désolé, et couche avec plusieurs hommes. Il dit qu'il en connaît 5. À côté de ça, le papa de la fille est un ivrogne qui passe ses nuits dehors. La maman aussi passe le temps à picoler. Il raconte que il a prévu de demander la main de cette fille à partir de l'année prochaine. Mais maintenant, le problème qui se pose, c'est qu'il a peur que sa femme soit à l'image de sa mère. Comment se comporter, comment faire face à cette situation des parents, entre guillemets, ivrognes et avec une maman volage? Quels sont les risques en prenant les filles de tels parents? Merci beaucoup Dominique Audrey. L'histoire de ce matin en dit long pour des grandes réalités que peuvent vivre les Camerounais aujourd'hui. Et il dit que ses beaux-parents lui demandent l'argent tout le temps. Ah bon? Aussi, oui. Ça alors. Il y en a, c'est assez grave quand même. Karine Soantianri, c'est pas quelque chose qui vous amuse ce matin. Le mec a peur de prendre cette fille, Karine. Il se dit, si sa mère est déjà comme elle est là, le père est comme il est là, le père c'est un ivrogne, la mère c'est une femme volage qui, on sait exactement, ne vit plus avec papa mais vit avec un autre homme. Et choisit justement tout le temps de demander l'argent à sa fille et même au garçon, c'est ça. Elle vit avec son mari. Elle vit avec son mari. Mais elle trompe son mari et il dit qu'il connaît 5 amants de sa belle-mère. Donc il a peur justement que sa fille, sa femme, celle avec qui il fait l'enfant, ressemble à sa mère. Aïe aïe aïe. Karine, qu'est-ce qu'on dit de ça? Comment elle est ce genre de garçon assorti de sa peur? Comment elle veut même l'aider? Parce que c'est légitime qu'il ait peur. On ne va pas le juger parce qu'il a peur. Ouais. On ne va pas le juger parce qu'il a peur. Maintenant, tout dépend aussi de sa relation avec la fille en question. Comment est-ce que leur relation se déroule? Quel type de problème est-ce qu'ils ont? Comment est-ce qu'il a rencontré la fille? Comment est-ce qu'elle se comporte lorsqu'elle a besoin de quelque chose? Comment il y a des choses qu'il doit interpréter parce que suffisamment l'argument de la maman et du papa est fort, mais c'est pas suffisant pour qu'il ne soit pas avec la fille. C'est pourquoi je dis qu'il faut pour qu'il soit sûr, il doit s'interroger sur le comportement même de cette fille. Comment est-ce qu'elle est au quotidien, quand elle a besoin des choses pour le bébé, comment elle se comporte quand le bébé est malade, comment est-ce qu'elle se comporte. Parce qu'il y a des gens qui font souvent du chantage émotionnel quand ils veulent de l'argent. Il y a des gens qui font souvent du chantage quand le bébé est malade et tout. Donc, il y a des choses qu'il doit interpréter. Maintenant, l'analyse qu'il fait sur les parents de sa dulcinée est logique, on le comprend parce que il y a un adage qui nous dit que le chien ne peut pas accoucher un chat, par exemple. La mangue ne fait pas la prune. Oui, la mangue ne fait pas la prune. Et c'est l'occasion pour moi, parce que j'aimerais plus interpeller les parents. Quand vous avez des enfants, faites attention à vos comportements. Parce que tout ce que vous faites sera interprété lorsqu'on verra vos enfants. Si vous avez une maman qui fait les problèmes dans le quartier, partout, à tout le monde, chaque fois que quelqu'un va voir sa fille, voilà la fille de Mamie Problème. Mamie Congossa. La fille de Mamie Congossa. Si vous êtes une maman qui fait les prêts partout, au boutiquier, à la vendeuse de tomates et tout, on dit, voilà la fille de Mamie Prêt, elle n'a jamais 5 francs.
Si vous êtes une femme qui vend les choses au quartier et qui a toujours des prix différents, même quand les prix sont moyens sur le marché, on va dire voilà la fille de Mamie Monoprix. Donc il faut faire attention, oui, il faut faire attention au comportement que vous avez. C'est pourquoi autour de vous, vous devez apprendre à rendre votre atmosphère sereine, à rendre votre atmosphère vivable. Voilà une maman qui autour d'elle n'a pas réussi à rendre son atmosphère vivable et qui aujourd'hui, sa fille est en train d'en pâtir. Maintenant, moi je vais dire aux garçons que vous avez réussi à faire un enfant. Hormis le fait que sa mère soit ci, sa mère soit cela. Il ne peut pas aujourd'hui que l'enfant à 9 mois commencer quand même à s'inquiéter du fait que la maman fait ci. Depuis qu'il est avec cette fille, ça fait 9 mois. Oui. Quel impact est-ce que la maman a eu dans leur relation? Malgré même, tout ce qu'il connaît d'elle. L'inquiétude n'est pas légitime. Mais je l'ai dit dès le départ. J'ai dit que c'est légitime, Michel Gadjou. Je ne vais pas revenir là-dessus. Non, je vous comprends très bien. Vous interpellez justement les parents pour dire que les attitudes que les parents ont très souvent peuvent avoir des conséquences dans la vie de nos enfants aujourd'hui. Alors, quand l'enfant lui-même se rend compte que papa et maman peuvent avoir une attitude pas très correcte, comment l'enfant peut soi-même se ranger afin d'être un exemple aux yeux du monde sans pour autant qu'on attache justement à son image l'image de ses parents. Ça, c'est quand l'enfant commence à être mature, hein, parce que étant tout petit, il va obéir à tout ce que maman dira. C'est quand il commence à être mature et à savoir ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, ou encore du moins il saura ce qu'il ne veut pas, qu'il saura comment se comporter. C'est pourquoi je demande à ce garçon d'interroger le comportement de la fille quand il est avec elle. Très bien. Il ne peut pas se baser juste sur l'attitude de sa mère et de son père pour la juger. Il y a des démons qui ont mis au monde des anges. Il y a des gens qui réussissent quand même à mettre au monde des fruits qui sont complètement différents d'eux. Donc je me dis que cette fille peut avoir un bon fond, parce que si elle avait un mauvais fond, elle ne serait pas restée avec lui. Elle aurait même pu enlever cet enfant dès qu'elle aurait su qu'elle est enceinte de lui. Donc elle peut faire un choix. Et c'est à lui aujourd'hui de faire le choix final, de dire ok, je suis avec elle malgré tout. Parce que les relations amoureuses, ça se passe aussi des préjugés. Il y aura toujours des préjugés. Mais si vous ne savez pas faire face à ces différents préjugés en fonction de ce que vous voyez et entendez, vous ne saurez pas faire le bon choix de votre partenaire. Merci beaucoup Karine Santia ce matin pour cette appréciation de l'histoire de ce matin. Vous aussi, madame, monsieur, nous nous attendons sur les pages 10-12, le Zénith sur Facebook ou encore Equinox TV pour ceux qui nous regardent en live sur Facebook. Un contact s'affiche au bas de l'écran tout à l'heure. Laissez-nous bien évidemment votre commentaire et votre appréciation de l'histoire de ce matin. Dominique Audrey, sur la question, sur l'histoire que vous nous ramenez ce matin, il est important d'aider cet homme à se retrouver. Certainement, il est très amoureux de cette femme. Certainement, il aime beaucoup son enfant de 9 mois aujourd'hui. Et il faut protéger sa petite famille, c'est-à-dire la famille souche qu'il fonde, qu'il constitue. Ben, est-ce que les parents vraiment ici, de son constat, sont en réel danger pour lui? Est-ce qu'il ne peut pas éduquer sa femme lui-même? Lui, il est qui? Lui, il est qui pour contrôler la mère de la jeune fille? Parce que à part le fait qu'ils ont fait joujou ensemble et qu'elle ait un enfant, il n'est rien du tout. Il n'est que le père de son enfant, c'est tout. Ni toquer à la porte, ni dot, ni épouser, rien du tout. Au quartier, on les appelle les voleurs de billes. Mais c'est tout ce qu'il est. Non, il est encore dans une étape où... Non, l'étape, il veut se rassurer. Si la porte qui souhaite justement... Il a fait des rapports non protégés avec cette fille. Il aurait dû se rassurer avant. Il n'a pas le droit. On est d'accord, Dominique. Si ce mec vous dit, je voudrais me rassurer que la famille dans laquelle je vais entrer sera une famille qui va m'accueillir véritablement. Celle-là que je vais présenter à ma famille, à mes proches, va pouvoir... Il y aura une harmonie, il y aura symbiose. Il veut quand même se rassurer, non? Vous ne pensez pas que c'est légitime pour le garçon? Avant de vouloir imposer ou bien entrer dans la vie des gens, parce que lui, il n'est personne. First of all, vraiment, la fille peut émettre tous les jugements qu'elle veut. Ce sont ses parents. Mais lui, il n'est personne. Qu'est-ce qui prouve que sa mère, à lui, n'est pas une sorcière? Le garçon. Qu'est-ce qui prouve que son père n'est pas un tueur en série? Est-ce que du garçon? Oui. Est-ce que cette fille, elle est allée dire que sa mère c'est une bordelle, son père c'est un ivrogne? Ça m'a choqué, cette histoire. C'est choquant, les termes qu'il emploie pour décrire une femme qui est appelée à être sa mère demain. Et honnêtement, je vais vous dire ce que je lui ai dit. Je ne voulais même pas reprendre son histoire.
Parce qu'il ne peut pas insulter la mère de cette jeune fille comme ça. Moi, ça m'a vraiment... Non, je mets les organes. Parce que ça peut être ma mère. Donc, ça m'a vraiment choquée. Si vous considérez la femme qui a donné la vie à celle que vous prétendez aimer, et vous la traitez de bordel, vous la traitez d'ivrogne, vous traitez votre beau-père d'ivrogne, c'est un problème. C'est un problème. Vous ne connaissez rien de leur vie. Ce papa est adjudant. Qu'est-ce que vous savez de son parcours? Vous avez à peine fait 2 ans dans la vie de cette fille et vous vous voyez dehors. Vous savez quoi des réalités de leur famille? Qu'est-ce que vous savez du fait que cette femme soit dehors à faire des choses avec des hommes? D'abord que je ne sais même pas qui vous envoie contrôler sa mère. Et rien ne vous prouve que les 5 hommes-là sont des amants de sa mère. Vous les avez déjà vus en train de faire ces choses-là? Non, je ne pense pas. Avoir une femme qui cause dans le coin de la rue avec un homme, ou bien se retrouve dans un hôtel avec un homme, ne veut pas dire que cette femme est en train de s'envoyer en l'air avec cet homme. Donc un peu de respect simplement pour cette femme-là. Ça vraiment, peu importe ce qu'il peut avoir envie de dire, si moi j'étais la fille qui écoutait cette histoire et que je me reconnaissais là-dedans, comme mes parents, je vous envoie valser. Je vous envoie valser parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas respectueux envers les parents de cette fille. Demain, ils vous donneront la main de leur fille. Vous n'en ferez rien de bon. Parce que, entendez un jeune homme. Vos beaux-parents vous demandent quelque chose, de l'argent. Vous trouvez que c'est trop. C'est trop. Mais vous montez... Mais vous faites des choses avec... vous faites des choses avec leur fille. Sans problème. Ça ne vous dérange pas. C'est un honneur que des beaux-parents demandent quelque chose. D'abord que ses parents vous ont déjà accepté. D'abord à cause de leur divergence, la fille vient d'une contrée très lointaine et le garçon vient également de très loin. Ils sont diamétralement opposés de là où les deux ressortent. Ils sont camerounois. Oui, ce sont des Camerounais. Ouais. Mais ses parents vous ont accepté au point où le père voit que je peux demander une bouteille de vin rouge à mon beau-fils. Et vous le traitez d'ivrogne. Monsieur, regardez cette fille. Est-ce que ce gars n'a pas trop peur de Il a peur de quoi? Est-ce qu'il ne se dit pas, est-ce que c'est la bonne... Vous pensez que si ses parents étaient... Vous pensez qu'il n'a pas le droit aussi de s'inquiéter? Si son père était pasteur, le père de la fille était pasteur, et que la mère était maman pasto, ça aurait empêché que cette fille s'en va aller avec votre voisin quand vous êtes au travail? Qu'est-ce qu'il doit faire, lui? Qu'est-ce que vous lui dites? Qu'il aille d'abord demander pardon à ses beaux-parents. Non, mais est-ce qu'il leur a dit ouvertement? Non, qu'il aille leur demander pardon pour les avoir jugés. Je dis généralement aux gens, quand vous considérez la mère de votre copain ou bien de votre copine comme votre mère, vous avez la possibilité de lui dire « Maman, je t'ai vu à tel endroit. Maman, j'ai constaté que tu es en train de boire. Mais quel courage. Maman, oui. Maman, j'ai constaté que tu es en train de te décaper et ça ne me plaît pas. Tu es ma mère. Je ne veux pas que tu fasses ce genre de choses. Chez nous, on a la parole libérée. Donc, on a la possibilité de dire les choses comme ça. Donc, si c'est vous votre... trouverez quand même le cadre, non? Bien sûr, la généralement, manière, c'est moment, quand la le milieu. maman est contente ou bien quand vous allez lui rendre visite, vous la prenez à part. C'est votre mère. Et si elle vous considère, Et si elle prend elle mal? ne prendra pas ça comme un affront. Non. Si elle prend ça mal. C'est normal dire à une maman que maman, je trouve que tu bois un peu trop. Ça me gêne que mes amis me disent qu'on a vu ta belle-mère au bar avec plusieurs bouteilles sur la table. Là, au départ, vous dites, lui qui? Mais non, elle vous dira, toi qui pour me dire ça? Ton fils. Est-ce que la pilule est facile à avaler? Ce sera difficile, mais elle va se retrouver avec elle-même et elle verra que son fils a eu raison. Et non mettre les fesses de sa belle-mère au carrefour comme ça. Très bien. Charles Amel Bachou, c'est une histoire de famille. C'est un garçon qui veut comprendre. Il veut quand même entrer dans une famille. Il a peur de ses beaux-parents. Au vu et au su des attitudes, on a entendu les arguments de Dominique et de Karine Sontia. Vous, qu'est-ce que vous dites de ça? J'ai dit que c'est un faux boutiquier. Un faux boutiquier comment? Boutiquier, monsieur Ngachou. La première chose, lorsque vous allez louer un espace pour faire la boutique, qu'est-ce que vous faites en premier lieu? Vous sécurisez la toiture pour qu'aucun vole la porte et la toiture pour qu'on ne puisse pas voler votre marchandise. Oui. Une fois que vous avez sécurisé qu'on ne vole pas votre marchandise, vous allez sécuriser pour que les souris et les mythes ne parviennent à ranger vos différents produits. Donc vous êtes dans une sécurisation. Il a dévoyé, M. Michel Ngachou, le débat. S'il avait posé la question de savoir comment ramener mes beaux-parents, oui, ça aurait été je mieux. me serais assis encore et j'aurais débattu.
Mais son problème est ailleurs. Il s'entraîne, M. Michel Ngachou, à soit fuir, soit savoir si le fruit de ce qui est dans le ventre de sa femme est sa part et son produit. Non, je dis... C'est son enfant à lui. Si c'est son enfant à lui. Oui, mais il veut donc, il veut se rassurer que est-ce qu'il ne ferait pas. Monsieur Michel Ngachou, je vais être clair. N'épousez jamais une fille sans observer sa mère. Telle mère, telle fille. C'est ce que vous dites parce oui, que... monsieur Michel. Mais il pense cette maxime existe. Telle mère, telle fille. On est allé jusqu'à ajouter qu'allez même voir le village de la fille. Ne restez pas seulement en ville. Allez voir. Si dans le village vous arrivez, vous trouvez que dans ce village-là, il y a des problèmes, des enfants, des maladies et consorts, posez-vous des questions avant d'entrer dans ces familles, c'est important. L'enquête de moralité joue son rôle. Premier point. La fille épouse le comportement de sa mère et contemple le physique de son père. Quand la jeune fille cherche, elle cherche un gars qui ressemble à son père. Tu souris comme mon père, tu as la taille comme mon père, tu es un peu là comme tu es trop nerveux, mon père n'est pas nerveux. La fille a le comportement de sa mère. Donc, qu'on dise aujourd'hui que est-ce qu'elle peut, elle a les gènes, parce que M. Michel Ngachou, les petits-fils sont la copie conforme des grands-parents. Vous avez des petits-fils qui naissent avec les lèvres aujourd'hui. Ouh, il a pris les lèvres de son père. Son grand-père faisait quoi? Il buvait le vin. On commence à plier le doigt. Il a pris les orteils, la façon de se comporter. Les petits-fils ont le comportement, sont la copie conforme des grands-parents. M. Michel Ngachou. L'autre dernier paramètre qui sont développés chez nous, les Bantous, c'est que le beau-fils parade dans la cour de sa belle-mère. Je n'ai de point, M. Michel Ngachou, que quand je suis dans la cour de ma belle-mère. Si pendant que vous êtes dans la cour de votre belle-mère, M. Michel Ngachou, votre belle-mère vous dit « je n'ai pas de chaussures de Noël », ou des fêtes de fin d'année, et que votre mère vous appelle, elle vous dit que comme il est là comme ça, je n'ai pas de téléphone portable. Qu'est-ce que vous faites si vous avez 100 000? Vous sortez 100 000, vous donnez à la belle-mère. Vous dites à votre mère que je ne suis pas ton seul fils. Je ne suis pas ton seul fils. Appelle-le. Donc, je vous explique, oui, que c'est ça, monsieur Michel. C'est le malheur. C'est dans la cour de la belle famille que le beau-fils va se vanter. C'est là où le fils va se vanter. Oui, je dis, c'est là où il part se vanter. Et il est en concurrence avec ses Django. Pour dire qu'ici, c'est moi le meilleur. Il n'y a pas deux, monsieur Michel. Donc, vous voyez, d'un côté, il a honte. Quand on sait que je suis le meilleur boutiquier du quartier, quand je vais entrer dans la cour, là, il veut vouloir donner à boire, il dit que mouf, tu donnes à boire à qui? Tu donnes à boire à qui? Alors, vous avez posé une question très importante tout à l'heure, Charles Amembachou. S'il demandait à sauver justement ses beaux-parents, sa belle-mère, son beau-père, là, la question est fondamentale à ce niveau. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Non, M. Michel Ngachou, il met déjà mal à l'aise sa propre femme. Il a même mal à l'aise parce qu'elle subit l'ensemble des regards des candidats de la société, il a même mal à l'aise. Les frustrations qu'il porte ne pouvant pas les transposer sur sa belle famille, sur ses beaux-parents, il les transpose sur sa femme, il est même mal à l'aise. Est-ce qu'il aime véritablement cette femme? Est-ce qu'il n'a pas des interrogations qu'il pose sur la fille? Je crois qu'en ce moment, il est dans la période du doute, comme Bombon aime souvent le dire. Il doute de la fille avec qui il est. La première, et peut-être la méthode dont j'aurais souhaité, c'est qu'il commence par travailler à ramener les beaux-parents, qui travaille à ramener, pour avoir beaucoup plus d'assurance, qu'il travaille à ramener les beaux-parents, à mettre sur pied des stratégies. Par exemple, si maman, la belle-mère ne fait rien, si elle ne sort pas, elle est toujours à la maison, il voit comment il peut trouver un petit fond en disant que ouais maman, je souhaiterais faire une extension, je trouve un petit endroit, s'il te plaît, on va travailler ensemble. Est-ce que c'est le gaz qu'elle peut vendre devant la maison? Est-ce que c'est quoi? Il trouve quelque chose pour occuper. Le beau-père, généralement, ramener un beau-père n'est pas très facile. Il faudra avoir des mesures véritablement externes, des extensions pour pouvoir amener le beau-père, parce que venir se placer, dire à son beau-père tu bois beaucoup, il va prendre cela comme un affront. Mais si on réussit à ramener la mère peut ramener son mari. Donc il a un travail à faire, et je crois que au lieu de s'interroger sur sa femme, avec sa copine ou la mère de son enfant, il gagnerait beaucoup plus à travailler avec sa copine sur la réhabilitation de sa belle famille.
Fait très important justement dans nos sociétés aujourd'hui, que ce soit au Cameroun ou dans d'autres pays du continent, pour ceux qui nous regardent. Merci de trouver de l'intérêt. Prenons le point de vue de Mbombo Mbengue ce matin, qui d'ailleurs, dans une vue généralisée, tenterait de voir qu'est-ce qu'on peut faire véritablement aujourd'hui en matière d'éducation pour qu'ils puissent avoir une réelle responsabilité parentale exemplaire justement vis-à-vis des enfants, et comment les enfants peuvent-ils appréhender les beaux-parents lorsqu'ils sont appelés à venir toquer la porte ou encore demander la main des uns et des autres, du moins puisque ce sont les familles qui se marient entre elles. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de façon concrète, Mbombo Mbengue, pour qu'ils puissent avoir harmonie, entente, je cherche le mot, acceptation justement, et que le doute ne s'installe pas? D'abord, il faut dire que sa probable potentielle belle famille l'a déjà accepté. Voilà, c'est lui qui est dans le doute. Mais de manière générale, avant de s'engager de manière intime avec une fille, il faut savoir qui elle est. Il faut savoir d'où elle vient, qu'elle est. Même si, comme j'entends des expressions aujourd'hui du genre « mon cœur a flashé ». Mon cœur a flashé. Oui, le cœur a flashé, mais le cœur n'a pas vocation à produire un raisonnement. Donc il faut toujours prendre des précautions. Le cœur produit des sentiments. Bon, dites-moi. Il faut toujours chercher à savoir que cette fille, la fille également devait le faire, hein, pour le garçon. Oui, absolument. Voilà. Absolument. Absolument. On dit en bassa, Ubi Mourang Poti Homa ou Mouratabuenyo. Ça veut dire que si tu épouses une fille qui a l'épilepsie quelque part, ça veut dire qu'il n'y a personne là-bas. En fait, pourquoi on a pris le cas de l'épilepsie? Ça veut dire que ça, moi je veux dire, ça peut survenir à des moments où... C'est pas stigmatisant. Non, c'est une image qui montre que en allant le faire, vous devez supporter. Charles Lambert, c'est là où il a terminé, en disant comment je vais porter cette famille qui a, j'allais dire, un comportement déviant. Et un autre argument arrive par la suite, c'est que leur fille porte mon enfant. Donc à ce moment, il ne devrait plus poser la question en doute que je ne dois pas, c'est déjà là. Et sa famille, sa potentielle belle famille, ils sont j'allais dire, en intelligence, ils vivent en intelligence depuis des années, ils donnent la bière ici, ça veut dire que Jean-Lamère a parlé de parade, ils paradent là-bas, ils sont ensemble. Donc le problème ici, c'est que mon beau-père est dans telle situation, ma belle-mère a un comportement déviant, j'aime leur fille, ils auront un petit enfant, un beau fils. Ils ont déjà. Voilà. Moi, comment faire pour soigner cette image? Voilà comment on pose le problème. Et qu'est-ce qu'il doit faire pour soigner cette image? Pour soigner cette image, il faudrait premièrement qu'il convainque sa propre famille. Parce que la famille a sûrement des informations, parce que c'est la famille qui viendra toquer la porte, engager la procédure de divorce. Dire à sa maman, si sa maman vit encore, d'abord à dire que maman, j'ai aimé une fille comme ça, mais ses parents sont, mais je souhaite vraiment cette fille a un bon comportement, je pense qu'elle peut être. Donc, et là, vous allez vous rendre compte que toutes les filles ne ressemblent pas à leur maman, si leur maman a un comportement déviant. On a d'ailleurs vu des filles qui faisaient le poteau et qui interdisaient à leurs propres filles de faire le poteau. Donc, comme vous dites, de vendre le piment. Mais bon, voilà. J'ai entendu ça, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Hey, maman. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Bon, voilà. Donc, en fait, vous entrez donc dans une dynamique, j'allais dire, de reconfiguration de comportement de votre belle famille. Parce que de toutes les manières, ça va vous affecter. Ça va affecter vos enfants demain. Donc c'est comme ça qu'il aurait dû poser, mais il ne devait pas poser la question en termes de répugnance, de rejet. Voilà. Non, pas de rejet, c'est un comportement déviant qu'il faut désormais intégrer dans sa logique, dans son comportement quotidien et essayer de médier. Merci à vous, Mbombo Mbengue Kandje. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour l'intérêt que vous portez à nous regarder ce matin. Mais dites-nous également comment vous accepterez une pareille histoire. Qu'est-ce que vous conseillez
à ce monsieur ce matin, eh bien, les filles également qui se retrouveraient dans une telle condition, quelle attitude pourrez-vous, vous aussi en tant que demoiselle ou dame, ou oui, future dame, avoir dans une telle situation? Est-ce que les filles aussi ne peuvent pas encadrer les parents? Peut-être oui, peut-être non. Il faut se poser des questions. Vos propositions sont attendues, madame, messieurs. Entre-temps, la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de l'engagement politique des chefs traditionnels dans ce pays. Qu'est-ce qui pousse les chefs traditionnels à abandonner désormais leur chefferie pour briguer des mandats qui à la mairie, qui comme député, qui comme sénateur et désormais comme président de région? Le décret 7 de 1977 confère aux autorités traditionnelles le statut d'auxiliaire d'administration, chargés qu'ils sont désormais de véhiculer l'idéologie de l'État-nation en construction et d'inciter leurs sujets à l'acquisition de la citoyenneté de l'État du Cameroun. Inciter leurs sujets à l'acquisition de la citoyenneté de l'État du Cameroun, dit ce décret. Est-ce pour autant qu'ils sont donc désormais appelés à arborer, plus que l'incitation, la tenue du parti choisi, alors qu'il interdit aux chefs traditionnels d'afficher leur militantisme politique? Ils doivent inciter leurs sujets à l'acquisition de la citoyenneté de l'État du Cameroun. Que mettons dans citoyenneté? Dans tous les cas, allez savoir. Y a-t-il compatibilité entre la fonction de chef traditionnel et la politique? Telle est la question qu'on se pose. Est-ce que les gardiens de la tradition devraient se mêler des affaires politiques, sachant qu'au passage, ils vont devoir arbitrer des contentieux entre leurs différentes populations, leurs enfants, leurs sujets? Que devient donc la tradition lorsque le pouvoir traditionnel se mêle de la politique? Comment comprendre que la chefferie traditionnelle se trouve à cheval entre déstructuration et dérégulation? Pourtant, la chefferie traditionnelle est un véritable micro-État avec une gestion qui relève de la haute politique. Pourquoi le pouvoir a-t-il tout fait pour intégrer le traditionnel en politique? That is the question. Est-ce que c'est le politique ou c'est le traditionnel qui a fait le premier pas? La question, on l'a, puisque nous étions le 27 novembre, lorsqu'il avait été organisé au Palais de Congrès de Yaoundé, le tout premier forum des chefs traditionnels du Cameroun, organisé sous le haut patronage du chef de l'État, avec comme thématique « Premier forum des chefs traditionnels du Cameroun pour le développement auprès du chef de l'État, son Excellence Paul Biya ». Nous étions en 2010. Thème qui traduisait la mainmise du pouvoir en place sur les détenteurs du pouvoir traditionnel dans ce pays. L'un des points forts de ce forum fut la demande expresse au chef de l'État d'ouvrir la porte grande aux chefs traditionnels afin qu'ils puissent eux aussi goûter au goût du miel. Nous étions en 2010, notamment le 27 et 28 novembre, pour le tout premier forum des chefs traditionnels, parce que ce pays adore les forats. Aujourd'hui, comme le nez au milieu de la figure, les chefs traditionnels sont sénateurs, parlementaires, délégués, conseillers municipaux, ministres de la République, conseillers régionaux ou encore présidents de section. Bravo à leur majesté, elles ont traversé le Rubicon. À quoi sert-il à un chef traditionnel de cumuler autant de postes alors que la chefferie en elle-même préoccupe tant?
Comment en est-on arrivé à ceci que désormais, tous les chefs traditionnels de la République perçoivent une allocation mensuelle dont le montant est fixé à 200 000 pour les chefs de premier degré, 100 000 pour les chefs de deuxième degré et 50 000 francs CFA pour ceux de troisième degré, lorsqu'on sait que dans beaucoup de villages, il y a des élites qui ont voté la flotte du téléphone sur l'année, qui prennent sur eux d'élever les enfants du chef, qui prennent sur eux de nourrir les femmes du chef, qui prennent sur eux de mettre le carburant du chef toute l'année, qui prennent sur eux la maintenance du véhicule du chef, qui prennent sur eux de mettre les chefs comme des petits rois. La preuve, lors des réunions des chefs, vous avez des chefs qui viennent même avec des téléphones dernier cri en plaqué or. Vous vous demandez comment est-ce qu'ils font. Est-ce que c'est les 100 000 francs là qu'on leur donne? Point d'interrogation. Comment comprendre que les garants de tradition ont décidé d'entrer en compétition avec leur population? Comment comprendre la prégnance de la nationalité, l'amidale, dans la vie publique au Nord Cameroun? Il faut s'interroger. Quand on parle des chefs, on voit seulement le centre, sud, ouest. On oublie le Nord. Comment comprendre que le champ politique subit le poids envahissant des chefs traditionnels qui ne sont pas porteurs des valeurs démocratiques? Les chefs traditionnels sont l'alpha et l'oméga de la politique et les populations qui s'éveillent de plus en plus aux valeurs de liberté et des droits de l'homme confrontent sans cesse la volonté tenace de ces potentats locaux qui refusent la démocratisation du champ politique local. Comment donc peut-on inviter la monarchie? Parce que les chefs, c'est oui, 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 oui. Inviter la monarchie à la table de la démocratie, si l'on n'est pas à la recherche d'une dictature démocratiquement monarchique. Point d'interrogation. Savez-vous que la chefferie, tout comme le Lamida, constitue l'archétype de l'unanimisme et de l'autoritarisme primaire, du fait que ceux qui tiennent ces leviers œuvrent plutôt à transcrire ces valeurs dans la société. Savez-vous que dans certaines localités, la politique est largement dominée par les détenteurs du pouvoir traditionnel? Rappelons-nous du cas de Rebouba, où pour toute personne qui avait tenté de se lever, on faisait des fessées publiques de toute une famille, au nom de quoi, pourtant, il existe dans cette zone de Rebouba des tribunaux. Comment n'ont-ils pas compris que lorsqu'un chef s'engage en politique, cela voudrait dire qu'il, parce qu'il est potentiel candidat, il peut aller en compétition contre ces sujets? Chose absolument triste. À ce jour, tous les chefs sont devenus les adversaires de leurs sujets dans leurs différents lieux de commandement à cause de leurs simples convictions politiques. Un chef est allé jusqu'à dire, après avoir rassemblé ses élites, qu'il aime trop la sardine ces derniers temps. Que voulait-il dire? Point d'interrogation. On a vu des chefs défaire les notables, les plus importants à la demande de Yaoundé, dit-on parce qu'ils seraient un militant de X ou Y parti d'opposition. Comment comprendre que le pouvoir traditionnel soit devenu des lieux où la régulation des ressources est ordonnée en fonction des intérêts de ceux qui les tiennent? Loin donc de se mettre au service de leur communauté d'origine, les chefs traditionnels politiciens agissent en effet comme des fonctionnaires véreux qui confondent ressources publiques et ressources privées. Gravissime. Savez-vous que cela a entraîné une perte de l'autorité du chef sur le plan de l'administration de leur groupement, à telle enseigne qu'on entend très souvent des phrases du genre « le chef c'est même qui ?» Et je tiens à vous le préciser, c'est en train de prendre de telles proportions à l'Ouest, à telle enseigne où on dit qu'on ne donne même rien au chef. Comme le chef a dit qu'il aime le goût de X, le goût de la sardine, le goût du thon, le goût du maquereau, le goût de la carpe ou du bar, et bien qu'il se contente, nous on préfère manger le chat, disent certains. Alors, la chefferie traditionnelle est-elle en pleine croissance, en implosion, en explosion? La question se pose aujourd'hui. D'ailleurs, Fausse Koudjou nous l'a posé il y a quelques jours. Ça sert à quoi de venir tromper ces chefs? Pourquoi abandonner les crânes de vos pères pour aller vous prostituer et parader dans une cour qui n'est pas la vôtre? Ceux qui veulent bien comprendre peuvent encore parcourir les deux textes du Conseil national des chefs traditionnels de l'Ouest. Quand la famine peut bien tenir la chefferie traditionnelle aujourd'hui, quand l'éloignement de la réalité ou encore les exigences d'une communauté peut éloigner les chefs traditionnels de leurs engagements, y a-t-il d'ailleurs parmi ces chefs traditionnels aujourd'hui au Cameroun des chefs qui soient légitimes? Y a-t-il d'ailleurs une appréciation réelle de ces chefs traditionnels reconnus comme étant ceux-là qui sont de vrais gardiens de la tradition? En connaît-on
qui soient de vrais descendants, reconnus par les différents peuples aujourd'hui. Est-ce qu'on ne fait pas une confusion entre les chefs de quartier et les chefs traditionnels aujourd'hui? Il faut bien comprendre cela. Charles Amen Bachou, dans la colère exprimée ce matin, nous interpelle, nous Africains, pas seulement au Cameroun, mais pour vous qui nous regardez loin du Cameroun, à prendre très au sérieux justement la responsabilité qui est la vôtre si jamais vous nous regardez en qualité de chef traditionnel. Nous n'avons pas, je vais dire, le courage de parler à nos chefs que vous êtes n'importe comment, parce que chez nous, nous savons respecter nos chefs. Honneur et respect à vous, chère Majesté. Mais l'interpellation ce matin de Charles Amen Bachou vous invite vous aussi à vous demander quelle est l'âme, quelles sont les âmes du peuple qui me parlent, quelles sont les missions qui sont les miennes véritablement, que dois-je faire pour jouer ma partition et mener à bien la mission qui sera la mienne. Maman Bengan Kandji, on ne saurait évoquer un pareil sujet sur ce plateau sans se retourner vers vous qui êtes vous aussi autorité traditionnelle, qui comprenez véritablement ces réalités. C'est vrai que vos filles vont également s'exprimer sur la question, ou comment comprendre le fait que le chef traditionnel, si vous voulez même l'autorité traditionnelle aujourd'hui, soit totalement infidèle à la politique au point d'oublier ses missions régaliennes de gardien de la tradition, et même de la tradition. Voilà. Mais vous, quand vous dites tradition, vous oubliez que quand vous allez à l'église, vous êtes dans une tradition. C'est la tradition judéo-chrétienne. Ce que vous appelez démocratie multipartite, c'est une tradition. C'est une tradition guerrière de l'Europe, où c'est la dictature de la majorité. Voilà. L'autorité traditionnelle en Afrique est un homme politique. Les grands empires, le Ghana, tout ce que vous voulez, c'est des hommes politiques. C'était dirigé par des conseils des initiés. C'est ça l'Afrique. Donc l'autorité traditionnelle en Afrique, c'est un chef d'État. À côté du chef d'État, il a des armées, il a. C'est comme ça. Quand Sundiata, par exemple, s'est converti à l'islam, en 1236, il y a eu deux généraux, Théomokan et Fakoli. Ils ont refusé. Et c'est à partir de ce moment qu'on a commencé à parler de l'animisme. Ils sont animistes. Parce qu'ils ont refusé de suivre Sundiata, qui en lui disant que l'empire que nous avons est transnational. Donc, comment on acceptait les autres dans l'empire Bantou, dans l'empire africain, je parle du monde noir en général, c'était des royautés. Bon, si vous voulez des nationalités, mais c'était des royaumes. Les royaumes ont à leur tête des rois. Et il y avait donc, comment on devenait roi? Si vous avez posé la question dernièrement, il pouvait avoir un roi qui n'a que des filles. Et on choisit les filles et d'autres qui ne vont pas en mariage et qui vont faire des enfants là. Et on va, en cas de succession, on les met dans la succession. Parce que ça aussi, j'ai entendu dire que la fille n'hérite rien, les enfants, comme on dit, naturels, non pas. Je dis ça, c'est mal connaître l'Afrique. La différence avec ce qui se passe, c'est que vous parlez de démocratie qui est une tricherie, alors que les royautés sont dirigées sur la base d'un consensus. Le roi, l'autorité traditionnelle ne peut prendre la décision. D'abord, il ne prend même pas de décision, mais il rend public la décision. Quand il veut rendre public une décision, il consulte pas seulement le conseil des notables, il y a des initiés de chaque grade. C'est ce qui vient de se passer, c'est une tricherie qui, j'allais dire, qui est peut-être même le dernier élément de la civilisation impérialiste occidentale chez nous. La démocratie importée. Oui, c'est la démocratie importée. Là où on dit, la tradition. Ah oui, nous sommes 5. Dans la tradition africaine, dans le genre de consensus, si vous êtes 100 contre 2, on ne prend pas de décision. On ne prend de décision que lorsque les deux qui sont contraires vont dire, d'accord, nous ne pouvons pas bloquer, allons-y, mais mettez dans le rapport que notre point de vue est. C'est pour ça donc que, parce que nous, on sort ensemble. Ce n'est pas un comportement moutinier. Et là-dedans,
Et pourquoi nos chefs d'État, ou le roi du Maroc et tout ça, vont dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, dans les autres? Et précisément parce que, j'aime souvent vous le dire ici, chez nous, tout est lié. C'est dans la spiritualité qu'il y a la science. Et c'est lui qu'on désigne comme chef de ce royaume doit maîtriser les choses de nuit et les choses du jour, pour que vous compreniez ce que je veux dire. Et ils doivent être dans les ordres ésotériques, c'est ça? Africains, oui, ils ne doivent pas, mais précisément parce que, comme tous ces Portugais-là qui ont commencé, l'église catholique, musulmane et tout ça, qui sont arrivés, n'ont pas pu saisir, j'allais dire, l'esprit qu'il y avait dans notre organisation sociétale. Ils ont donc importé, parce que vous avez parlé tout à l'heure de chefs illégitimes. Beaucoup de chefs que les Allemands ont mis dans notre pays, c'était des chefs qui étaient sous le coup des sanctions. Ils avaient commis l'inceste ici, d'autres avaient commis un certain nombre de choses. Donc, quand ils vont, vous voyez, ils se sont accoquinés parce que la rencontre avec les Allemands, notamment, on ne s'est pas embrassé le premier jour. Il y a eu des guerres. Et on a même gagné certains, ils ont gagné d'autres batailles, on a gagné. Mais ils ont eu l'appui des valets locaux qui, parce que sanctionnés, et ils les ont accompagnés pour gagner le terrain. Et c'est ça que nous avons les lois existantes. Voilà, et donc c'est par eux que sont passées la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et tout, parce qu'il fallait mettre en place quelque chose qui ressemble un peu, comment je vais dire, à une lecture qui soit différente et qui veut montrer un peu les phénomènes paranormaux qui existaient déjà. N'est-ce pas justement l'entrée de ces chefs traditionnels dans ces ordres aujourd'hui qui ferait que de l'intérieur, on leur impose une ligne à suivre, il y a une trajectoire à mettre en place, ce qui fait que le peuple, les communautés aujourd'hui subissent, au lieu de subir les décisions justement émanant du consensus des chefferies ou encore des conseils des chefferies, on a plutôt des décisions émanant de ces ordres-là au point d'égarer le peuple aujourd'hui de Bambara. Absolument, vous avez tellement raison. Et c'est pour cette raison que l'UPC avait mis comme premier président en 1950 Djoumessi Mathias, qui était, bon, on peut utiliser le terme, le président des chefs traditionnels de l'Ouest, il avait le Koumzé. C'est pour cette raison. Et quand la répression a commencé, il a fait un repli stratégique que certains historiens qui ne comprennent rien à rien disent qu'il a trahi. Et pourtant pas trahi. C'est lui qui laisse son fils King et Abel pour des raisons stratégiques pour continuer la lutte. Et vous verrez que ni King et Abel ni Ernest Ouandjé, personne n'a trahi. Non, parce ils avaient donc le pouvoir traditionnel. Et ça a amené Oumniobé justement à commencer à dire aux Français et aux Britanniques qu'il faut négocier l'entrée des royautés dans la République. Ce qui n'a pas marché. C'est ça qui donne l'impression aujourd'hui que la chefferie traditionnelle ou alors l'autorité traditionnelle n'existe plus et on l'embobine dans des situations compliquées. Heureusement que nous avons des chefs comme Fosso-Koujou, comme EFA qui est au MRC, et tout, et beaucoup d'autres. Mais ils sont d'abord des hommes politiques, ils sont d'abord des dirigeants politiques. Voilà. Moi, par exemple, je suis un dirigeant politique. J'ai une armée, j'ai une confrérie qui s'occupe de la médecine, Donc, dans tout ça, il y a la science dedans. Il y a une confrérie qui s'occupe de la spiritualité. Oui. Et c'est quand tout ce monde-là, et il y a une confrérie de femmes. Et le problème, c'est que dans les confréries des femmes, aucun homme n'y accède. Mais les femmes viennent dans certaines réunions de confréries des hommes. Donc, c'est pour ça que quand la femme parle, en Afrique, quand la femme parle, les hommes se taisent et suivent la ligne. Donc, la femme n'a pas, contrairement à ce qu'on vous apprend à l'école, quand il faut prendre une décision grande et que la femme ne vous a pas consulté, elle a consulté, elle veut dire, je vais rendre public, nous avons des messages, on la laisse et on suit. C'est une question aussi importante puisque nous en parlions encore sur ce plateau il y a environ une semaine. Une chefferie qui jusqu'à présent à l'Ouest Cameroun ne connaît pas de chef, c'est la chefferie Babou 3, pas très loin bien évidemment de Bangoula. Et qu'est-ce qui se passe véritablement dans cette chefferie aujourd'hui? Il se trouve que le chef n'est toujours pas installé par le sous-préfet alors qu'il y a eu des injonctions du gouverneur qui devraient 3 mois après permettre au préfet et
en retour justement au sous-préfet d'installer ce chef à Babou-3 aujourd'hui. Aujourd'hui, le chef n'est pas installé et pourtant les communautés attendent toujours que leur chef soit installé. Est-ce qu'on parlerait justement d'une manipulation qui voudrait que l'on installe un autre chef à côté quand on sait toujours que tout ceci est géré par une élite dans ce département? On en reparle après, madame, monsieur. Bon retour à vous, mesdames et messieurs. Merci pour vous, merci à tous de continuer bien évidemment à nous regarder. Et comme vous le savez, chaque jour nous tentons de vous restituer le vécu du Cameroun, les réalités qui nous entourent. Et Charles Lamène, dans la colère exprimée il y a un instant, interpellait les chefs traditionnels quant à leur proximité avec, on va dire, la politique. Même si Mbombo Bengan Kandji nous a fait savoir que les chefs traditionnels légitimes sont des autorités politiques également, mais une politique qui semble aujourd'hui les inféoder et les amener à ne plus prendre en compte les réalités des communautés dont ils sont aujourd'hui les gardiens de leurs différentes traditions. Comment comprendre l'attitude des chefs traditionnels aujourd'hui qui pour beaucoup sont devenus en réalité, on dira, des suppôts des administrateurs, des élites locales et surtout du régime en place qui fait tant de mal et moins de bien évidemment aux populations camerounaises. On va également prendre le point de vue de Karine Sontia ce matin. Non, Dominique, d'abord, je vous en prie. Comment est-ce qu'elle fait une lecture là-dessus? Les chefs traditionnels, vous en savez? Vous avez quand même une expérience de leur vécu, vous, Dominique? Peut-être pas directement, mais maintenant, la scène politique aujourd'hui les met tellement en scène qu'on a du mal à savoir quand est-ce qu'ils sont des politiciens et quand ils revêtent leur tenue de chef traditionnel. On en a tellement. Je crois qu'on a M. Ayan Luc, qui est chef à Dakula. Nous sommes dans la localité de l'extrême nord là-bas. Oui. Et vous savez quelles sont les difficultés des populations là-bas. On se demande donc comment étant un homme politicien qui a occupé des grands postes dans l'administration camerounaise, ces populations là-bas n'ont pas pu bénéficier de certains avantages. On a M. Kavaï Yege Tibril qui est également chef à Mada, où vous voulez, à Makari là-bas. Il a été chef en 1971 et en 1973, soit 2 ans après, 12, il entre directement à l'Assemblée nationale et depuis lors. Quelle est la situation? Si je me trompe, c'est lui qui a dit aux populations là-bas que vous accouchez trop, si je me trompe. Voilà donc ce que nos chefs traditionnels nous disent. C'est qui alors tout le contraire des orientations politiques de la chefferie en Afrique. Voilà. Il y a des richesses que donc donnez-nous des enfants, c'est ça que la richesse. Ce n'est pas le compte bancaire. Malheureusement, c'est ça aujourd'hui. Lorsque vous regardez la présentation d'une chefferie traditionnelle, Mbombo l'a expliqué, c'est un petit pays dans un pays. Donc les chefs traditionnels, d'une certaine façon, pratiquent déjà cette politique-là au quotidien. Mais aujourd'hui, ils ont décidé de sortir de ce cadre-là pour aller dans la République à cause des élites de nos villages qui viennent parader, narguer ces chefs traditionnels-là au quotidien avec des voitures, M. Mbachou l'a expliqué, avec tous leurs avoirs. On a M. Famdogo qui est chef de 3e degré en Colandom là-bas. Vous connaissez la localité, une localité qui est tellement porteuse de par son caractère touristique, mais qu'est-ce qu'on en sait? Rien du tout. Combien de personnes savent qu'en Colandom, on a une petite pierre qui porte une grosse pierre? C'est un site touristique qui est censé être vendu par cette autorité-là. Donc, les populations aujourd'hui ne bénéficient en rien de l'avantage d'avoir leurs chefs qui sont... Est-ce qu'on va dire qu'on a des chefs plus affamés même aujourd'hui? Parce qu'en réalité, le chef est censé être entretenu par sa communauté. Que l'on se rend compte que le chef est tellement affamé au point où il préfère s'adonner, on va dire, aux élites, au gouvernement, pour pouvoir, je sais pas, se faire un peu à manger. Mais qu'est-ce qui peut justifier ce caractère, on va dire, où on n'a pas de fierté, où on n'a plus de fierté en tant que chef? Ce sont les longs yeux. C'est les yeux plus gros que le ventre. Ouais. Tellement gros qu'on a décidé d'inféoder toutes nos chefferies au point où on en arrive à... Vous savez que certains chefs utilisent leur peuple
comme des appâts. Rappelez-vous des motions de soutien. Lorsque vous vous rapprochez de certaines personnes de ces localités-là, vous leur dites donc, vous étiez d'accord par rapport à une certaine motion de soutien portée par votre chef et tout, ils vous diront non, on ne se reconnaît pas là-dedans. Pourquoi? Parce que lorsque ces chefs politiciens prennent sur eux d'organiser une motion de soutien pour faire allégeance au plus haut là-bas, ils utilisent les personnes en bas, les personnes de la base, sans même parfois les consulter, sans avoir leurs avis. Donc comme je disais, on va pas étaler tous les chefs, toutes les chefferies qu'on a ici, mais aujourd'hui plus que jamais malheureusement, tous nos chefs sont en train de migrer vers la politique au détriment de leur pays à eux gérer. On a vu les premières polémiques sont nées en royaume Bamoun, si je ne me trompe, lorsque la chefferie s'est retrouvée du côté de l'UPC, alors qu'on avait l'UDC à côté. Donc ça a créé des tensions avec les chefs aujourd'hui qui ne peuvent plus être à même d'être impartials lorsque eux, ils appartiennent déjà à une obédience politique et ils ont un des leurs qui vous dira non, moi je ne suis pas pour cette chapelle-là. Quand le chef supérieur d'une communauté aborde les chapes d'un parti politique en même temps... La tenue. Voilà. La tenue d'un parti politique, effectivement, est-ce que ça ne désacralise même pas lui-même? Ça ne désacralise pas lui-même en tant que chef traditionnel. Est-ce qu'on ne va pas dire vraiment c'est... C'est parce que ça n'a plus de valeur. On ne peut pas reprocher aux gens de marcher, d'entrer dans la boue avec les pieds et de mettre ces pieds-là sans les nettoyer dans la chaussure. Le faux Sokunjo aujourd'hui, c'est qu'il fait. Est-ce qu'il n'est pas honorable? Est-ce qu'il n'est pas honoré? Est-ce qu'il n'est pas respecté? Il a fait des choix. Qu'est-ce qui empêche les chefs traditionnels du Cameroun à fait des choix importants pour leur communauté, dont la communauté Bamendjo est fière aujourd'hui de son chef? Qu'est-ce qui les empêche? Michel, vous avez déjà mangé du bar, non? Ouais. C'est bon, non? Bien sûr. Vous croyez que si on va vous exempter, je ne sais pas si on dit ça en français, vous exempter de payer avec de vos poches des bars, vous croyez que vous allez continuer d'aller à la poissonnerie et d'acheter avec votre argent? Ils ont vendu leur âme au diable, malheureusement, au détriment de certaines valeurs. Et le chef Sokoudjou le dit tous les jours. Peut-être ils ne lisent pas entre les lignes ou alors ils font semblant de ne rien entendre, mais de façon entre les lignes, il leur dit, les ancêtres vous poseront des questions. C'est vrai qu'il s'adresse aux acteurs politiques, mais récemment, il s'adresse plus à ses frères, je ne sais pas si il doit dire ses compères, les autres chefs, pour leur dire, vous êtes en train de marcher du moins vous avez abandonné vos crânes, vous avez abandonné vos ancêtres pour vous vendre de l'autre côté. Et lorsque les chefs sortent de leur chefferie, que devient le peuple qui les a portés derrière? Peut-être Karine Sontia n'a pas une réponse à ça? Bah, il devient rien. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Vous comprendrez pourquoi il devient rien. Sinon, chaque région du Cameroun n'aurait pas des sénateurs qui sont chefs traditionnels. Et si on commence à citer, le tableau sera très long. Mais j'aimerais commencer par le Diao Ilobo avec Sa Majesté Thérèse Elumba Mejo, qui est sénateur. Je peux aller jusqu'à... Elle est quoi? Elle est sénateur et chef supérieur du canton d'Oulibi. Voilà, d'Oulibi, dans le département du Ndjaye-Lobo. Oui, tout à fait. Voilà, elle est sénateur. Et puis, je peux prendre aussi Jean-Marie Pongmoni, qui est chef traditionnel dans la Haute-Sanaga. Bon, il y a plusieurs. C'est pour ça que je dis que... N'oubliez pas. Vous voulez que je cite? Je voudrais également que l'hôtel, on est pas en train de les gratiner, mais c'est le chef supérieur Banjoun aujourd'hui. Qui, effectivement, qui est sénateur, qui est chef supérieur, président de l'UKO, conseiller municipal, conseiller régional. Mais je vais citer, dans la région du sud-ouest, on a le Fon Moukete, on a le chef supérieur des Bafons, le chief Anja Simo Onjo, on a le chef du village Akwanya, on a plusieurs chefs. Dans chaque région, il cumule même des fonctions avec la fonction de chef traditionnel. Mais les relations incestueuses de la chefferie traditionnelle avec l'autorité politique date de la colonisation. Parce qu'à l'entrée, les colons avaient besoin de ces chefs qu'ils appelaient chefs indigènes pour pouvoir dominer et contrôler le peuple et les populations. C'est pourquoi on passait par certains chefs, soit on les achetait, soit on les forçait, soit on les oubliait, soit même on les esclavagisait pour qu'ils finissent par admettre que les populations soient aussi soumises. Donc ça date de la colonisation, c'est pas quelque chose qui est né récemment. Sauf que avec la venue de la Première République, le pouvoir qui était dictatorial s'est rendu compte que
qu'il y a un certain pouvoir à gagner lorsqu'on a les chefs traditionnels avec soi en tant que président de la République. C'est pourquoi il fallait réussir à intégrer les chefs traditionnels dans la politique. Maintenant, puisqu'on était dans un parti unique, c'était pas très visible cette face-là. C'était pas très visible parce que comme c'était le parti unique et que c'était la dictature, on comprenait que ça marchait avec la monarchie. Maintenant, la venue de la démocratie a créé une sorte de clivage dans l'interprétation même de la chefferie traditionnelle qui constitue pour les acteurs politiques un cadre naturel de mobilisation de masse pour les actions de développement à la base, mais qui est plus encore un cadre naturel de mobilisation de masse pour les actions politiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une élection, par exemple présidentielle, le président de la République n'aura pas besoin d'aller partout pour mener la campagne. Le chef traditionnel de la localité peut mener la campagne pour le président de la République. On a vu des chefs traditionnels organiser la disparition des urnes dans certaines localités au Cameroun. On a vu des chefs traditionnels récupérer les cartes nationales d'identité des électeurs et leurs cartes d'électeurs pour aller voter. On a vu ça, c'est pas faux. Maintenant, le militantisme des chefs traditionnels au parti au pouvoir, c'est ça même qui répugne le peuple. Parce qu'on se dit que lorsque vous êtes dans le parti au pouvoir, vous avez la mauvaise lecture de la situation de votre peuple. Du coup, il n'arrive plus à trancher les problèmes traditionnels avec une certaine lucidité. Parce que le chef traditionnel est celui qui se place au milieu. Vous avez des enfants qui sont déjà dans des partis politiques différents. Vous encore, vous avez choisi votre camp qui est avec le camp d'un de vos enfants. Les autres, vous allez faire comment? Vous allez les jeter, vous allez les abandonner. Parce que c'est de ça qu'on parle lorsqu'un chef traditionnel intègre la politique. Parce que les monarchies africaines ne sont pas forcément des autocraties, mais on a de la peine, des difficultés à pouvoir dire un mot lorsque le chef a déjà pris une décision. C'est la raison pour laquelle intégrer dans la politique et dans le gouvernement comme ministre et autres, on a l'impression que leurs paroles valent de l'or et du coup impossible de contredire le chef. C'est pourquoi on a réussi à faire du président Paul Biya le Nomgui. Il est Nomgui, surtout qu'au-dessus de Nomgui, il y a deux hommes. Non, peut-être non. C'était pas. Non, le problème, en réalité, c'est là. Le président Paul Biya sait très bien que le Nomgui est supérieur au président de la République qu'il est. Sur le plan de la prestance, des relations avec les ancêtres, ou alors les relations avec l'au-delà. Au-delà, il est dessus du président de la République. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Dans ces relations, parce que, en principe, dans l'État fédéral africain, bon, c'est pas une publicité. Nous donnons d'ailleurs une conférence à Deido le 26 décembre prochain pour dire comment construire l'État fédéral africain. Et le thème principal sera le rôle de la femme kémite. Aujourd'hui. Donc, c'est parce que les anthropologues vous disent, oui, en Afrique, la femme ne parle pas. La femme bon, ça, c'est des conneries. Non, je veux dire que l'administration coloniale, que ce soit portugaise, allemande, britannique, ils ont vu les États africains s'émouvoir, se développer, et ils ont donc dit, qu'est-ce qu'on doit injecter dans la tête d'ici. C'est pour cette raison que ce qu'on a pris comme chef auxiliaire d'administration, surtout ça a mordu dans les sociétés féodales, notamment le Grand Ouest par exemple chez nous et le Grand Nord, où on vous dit c'est vous qui devez arrêter vos enfants quand ils atteignent l'âge de 18 ans pour payer les impôts. C'est vous qui devez les arrêter pour les travaux forcés. Par exemple, le chemin de fer camerounais. Il n'existe aucune famille camerounaise qui n'ait pas perdu quelqu'un dans les travaux de Ndiok. C'est d'ailleurs l'une des malédictions qui a causé la mort du train de Zeka en 2016. Là, je vous le dis, parce que nous n'avons pas honoré nos enfants qui sont morts dans la construction de la voie ferrée camerounaise. Donc, et c'est donc... On n'a pas fait le deuil. On n'a pas fait le deuil. Et il y en aura encore comme ça davantage. Donc, c'est comme ça donc que ceux qui devraient diriger, ceux qui dirigeaient les royautés africaines étaient ceux qui pouvaient comprendre le message des ancêtres. Le train, parce que non, il n'y a pas que le train. Il y en aura encore davantage. Non, il n'y a pas que le train. Il y a la route, il y a l'avion, il y a même les morts. Le lycée de Babadjou est situé sur un charnier. Un charnier.
Il y a plein comme ça. Je vous ai parlé seulement de ça. Mais il y a plein de lycées, plein de choses qui sont considérées. Donc, il faut être à mesure de pouvoir interpréter. Je pense que c'est Charles Hamel qui nous a menés vers Longondo. Mais est-ce que le ministre d'État, par exemple, en charge de la justice, qui est dans Longondo, sait interpréter le message de ses ancêtres? Première chose. Deuxième chose, est-ce qu'il peut écouter ses ancêtres pour impulser les lois qui vont réguler les rapports sociaux? Or, c'est lui qui était à la base des textes du genre. Si le gendre estime que la dot est élevée, peut porter plainte contre son beau-père. Donc, tu peux mettre le beau-père en prison et épouser la fille. Donc, vous voyez, quand il y a une déréglementation sociale, voilà, vous le voyez maintenant. Et quand les chefs, nous, les autorités, on voit ça, on appelle nos enfants, on leur dit, cette loi-là, c'est pas bien, vous risquez Après, bon, on va dire, ah, les Africains sont comme ça, ils n'aiment pas bénir. Or, nous voulons justement que nos enfants prennent ces sources-là pour qu'ils soient bénis. Très bien. Bon, merci beaucoup. Malheureusement, ils sont entrés par la mauvaise porte, ces autorités traditionnelles qui entrent en politique. Par la mauvaise porte, je dirais même que par la fenêtre de derrière. Voilà, et là, ça va ajouter encore des bandits. Comme des bandits. Est-ce que, avec les dernières déclarations, les 2 dernières déclarations des chefs traditionnels de l'Ouest Cameroun aujourd'hui, on n'a pas la preuve par 1 milliard que les chefs traditionnels sont des hommes politiques aujourd'hui qui sont à la solde du régime en place et non plus en l'écoute des communautés comme Bonbon Bengan tente justement, enfin pas tente, est en train de nous expliquer sur ce plateau. Monsieur Michel Ngachou, on est allé sur la base de l'élitisme. Tout à fait. On a mis l'élite au devant et on a renvoyé les chefs en arrière. C'est bon qui vous explique tout le temps la théorie de l'élite comprador, l'élite qui vient tuer, l'élite assassine. Monsieur Michel, à l'époque de mon père, la chefferie avait, les chefs géraient l'élevage. Il avait des plantations. Il s'occupait de l'huile, il s'occupait du riz, il s'occupait, Monsieur Michel Ngachou, il ne manquait de rien. C'était eux les premiers, quand on parlait du café, du cacao, c'était eux les premiers parce qu'ils avaient les meilleures terres. Ils venaient commercialiser ces produits. Ils n'enviaient personne. La décision du chef était la décision du chef. On a commencé par créer cette autre classe de chefs fainéants, des chefs, excusez-moi l'expression, paresseux, qui ne font rien, qui dorment, on leur donne tout, on travaille pour le chef ne fait que jouir des fruits de ses enfants, il est couché, il dit je marche à pied, on achète la voiture, j'ai pas de téléphone, on achète le téléphone, je n'ai pas d'habits, on envoie les habits de partout. Le chef n'a jamais été mendiant. Je n'ai pas de chaussures, on achète. Mais les chefs que nous avons connus, M. Michel Ngachou, c'était des chefs qui, lorsqu'ils entraient ici à l'époque, avant qu'on ait détruit cette structure, permettez-moi sans publicité, Wangler, quand ils entraient s'habiller, ils s'habillaient avec l'argent du cacao. Ils se vantaient avec l'argent du cacao. Parce que c'était des travailleurs. C'est là où on avait des prix qu'on remettait même à tous les chefs. Dans toutes les zones, il y avait des prix qu'on leur remettait. Comme ils ont créé dans le 5e pouvoir, M. Michel Ngachou, parce qu'on s'était arrêté à 4, le 5e pouvoir qu'on vient d'ajouter au 4e pouvoir, qui était la presse, c'est la chefferie traditionnelle. Tous ont commencé à courir pour devenir chefs traditionnels parce que les gars se sont rendus compte qu'au niveau des chefs traditionnels, il y a les régions qu'on peut guetter, il y a la position. Voyez-les quand ils arrivent à Yaoundé. Pour se faire recevoir, c'est le chef supérieur de la communauté, c'est le chef du canton. Aussitôt, on ouvre, M. Michel Ngachou, les portes, ils entrent, ils portent des doléances. Mon village n'a pas d'eau, mon village n'a pas d'électricité, mon village n'a pas... Vraiment, Majesté, bon, j'ai appelé tel, il va voir ce qu'il va faire, voici votre enveloppe. Comme le chef sort du bureau là, son disque dur se formate. Boum. Donc le problème qu'il avait dedans, en sortant, c'est terminé. L'argent qu'il a, il cherche un bel hôtel, là où il va se coucher, si on ne l'a pas logé, il va à la conquête de nouvelles femmes, de nouvelles épouses et tout. Vous avez des élites qui payent les voyages des chefs. Vous avez des élites qui payent la maintenance de voitures du chef. Vous avez des élites qui payent... Je vous assure qu'ils sont entretenus. Mais je vous pose la question, vous pensez que le sultan des Bamoun va faire quoi au Sénat? Il manque de quoi? Les
Bamoun encadrent les chefs. Ils encadrent le sultan. Je le dis haut et fort, monsieur Michel. Bien sûr, c'est haut et fort. À l'ouest même, on encadre le chef. Le chef encore de quoi? Un préfet, je vais taire son nom, monsieur Michel Gachou, dans l'Indé, un jour s'est mis à pleurer. En plein l'Assemblée s'est mis à pleurer, dit que tous les jours, je vous vois vous passez ici avec les voitures, la voiture est basse. Quand vous partez, vous entrez dans vos villages, la voiture, parce que quand vous sortez, c'est léger. Vous venez seulement me voir pour dire chef terre. Vous avez tout déposé dans la chefferie. Pensez aussi venir donner un peu au chef terre. Donc, vous voyez jusqu'où on encadre, mais c'est le chef qui décide lui-même d'aller se jeter dans la gueule du loup. À Tokombéré, monsieur Michel Gachou. Ah, mais quand vous parlez Chalamel, j'ai très mal en même temps. Je parle de le moins haïssable. Mais je voudrais regarder mon Banganté, je regarde Sa Majesté Ndjimolu Pokamsedou, qui est mon chef traditionnel, qui est notre roi. Et on est choqué aujourd'hui en tant que fils d'une dé de nous rendre compte que notre chef n'est pas loin de ce qu'on décrit sur ce plateau. Alors, monsieur Michel Gachou, j'en viens. À Tokombéré, tous les chefs traditionnels sont les conseillers municipaux. Mais Tokombéré n'est pas développé. J'ai dit Tokombéré, j'ai dit avec Adam, tous les chefs traditionnels sont les conseillers municipaux. Mais Tokombéré n'est pas développé. Tokombéré souffre. Ça sert donc à quoi aux chefs traditionnels d'aller là-bas? Et tous appartiennent à une même famille, la communauté, la grande communauté, et qui sont chapeautés, M. Michel Gachou, par le grand Lamido, qui est le président de l'Assemblée nationale. Ayons le courage de dire sur le plateau que la chefferie traditionnelle, les chefs qui vont en politique sont nuls. En réalité, même en politique, ils n'apportent rien à leur communauté. À leur communauté, ils sont nuls. Ils n'apportent rien de positif à leurs différents communautés. J'ai pris le cas de Tokombéré. C'est très grave quand même. J'ai pris le cas de Tokombéré où tous sont différents de chefs. On peut faire une petite virgule. Karine a une anecdote par rapport à ça. Non, mais je vais vous raconter une petite histoire. Il y a le chef, le moins haïssable du tout. Mais l'histoire que je connais du chef de chez moi, c'est qu'il était député. La dernière mandature, et je vous assure que pendant tout son mandat, il n'y a même pas un forage. Alors que tu es député. L'agent de micro-projet est parti. Le nom de votre chef, c'est qui? Sa Majesté Ngefa. Ngefa, voilà. Il faut le dire que Majesté Ngefa, vous n'avez rien fait de vous. Et vous êtes député. Il n'y a pas de forage. Même la route qui de Tcham pour le village, il y a. Je vous dis que M. Michel, ils passent leur temps entre Douala et Yaoundé. Ils écument des bureaux des ministres. Lorsqu'on donne de l'argent, ils ne foutent absolument rien. Je vais finir, M. Michel. Je vais vous choquer. Non, je vais vous choquer. Je vais vous choquer. Il va bientôt choquer. Bon, vous me permettez également. On va choquer les Bangantés ce matin. Souvenez-vous qu'un chef supérieur quitte Lundé pour se rendre à Yaoundé. Et qu'à l'entrée justement de Yaoundé, il est stoppé net par un cortège qui vient le prendre. Et que celui qui a envoyé le cortège choisisse de prendre le chef, d'aller le foutre dans une cellule de 7. Je parle justement à mon de vision. Je parle même du chef supérieur d'une communauté. On n'a pas seulement humilié le chef, mais on a humilié toute la communauté Banganté et même ceux de la diaspora qui sont sur la planète parce qu'on a pris le chef, on a foutu en prison parce qu'on est élite en réalité. Et ça rejoint exactement justement ce dont vous décrivez tout à l'heure, Chalamel Batchou. Monsieur Michel Batchou, vous allez à Kolofata. Oui. À Kolofata, c'est le chef traditionnel. Mayo Saba, c'est le chef traditionnel. Vous allez à Babouka, il est fils de la notabilité à Mora. Vous rendez compte, même dans le gouvernement, ce sont des princes. Vous avez Bello Bouba, il est prince d'une grande chefferie, monsieur Michel, d'un grand lamido. Mais ils sont tous assis. Ayang Luc, il est lui-même chef. Kavayege, ils sont chefs. Vous avez Daikole Naïsala, il est chef de Goundaï, du village de Goundaï. Mais ils sont assis là au niveau du gouvernement. Qu'apporte-t-il donc aux populations, monsieur Michel Gachou? Je ne parle pas. Arrêtez d'énerver les Camerounais. La colère est très forte ce matin, monsieur Michel. Parce que là, on risque d'aller chercher les chefs du village à tout de suite, leur demander, vous savez à quoi ils sifflent. Oui, monsieur Michel, posons-nous la question. Ils servent finalement à quoi à leurs différentes populations? Je ne parle pas des nouveaux venus, ceux qui sont allés payer la chefferie dans le centre-sud, parce qu'il y a beaucoup qui sont allés payer la chefferie en disant, je ne me servais à rien, donc j'envoie tes enfants en Europe, je te donne 50 millions, tu me donnes la chefferie. Il avait à vie 50 millions dans sa vie. Beaucoup, c'est comme mon dit tout à l'heure, vous avez des individus qui ont dit, ok, Kribi en souffre aujourd'hui, bon. C'est grave. Il y a un cas à Kribi comme ça. Oui, tout à fait. Donc, à Kribi 2, notamment. À Kribi 2, effectivement. Oui, tout à fait. Dans l'extrême nord du Cameroun également, on a des cas pareils où on vient de créer de nouvelles chefferies là-bas. Michel Gachou, n'oubliez pas les frasques de ces chefs.
Parce qu'il ne faut pas oublier que le lamido de Marois, Sa Majesté LH Bakari Bouba, en janvier dernier, a suspendu son notable, juste parce qu'il a démissionné du RDPC pour adhérer au FSNC. Si, mais on l'a dit, on l'a suffisamment décrié. On a eu les cas à l'ouest. On a eu les cas à l'ouest où parce qu'un gars a décidé, le premier notable du chef a décidé d'aller au MRC, on l'a décrit, c'est venu de Yaoundé qu'il fallait le démettre. Le chef a expliqué que c'est mon prix, on ne peut rien faire, dit monsieur, vous allez le démettre. On a eu plusieurs cas. Le cas EFA, c'est un cas patent aujourd'hui. J'estime aujourd'hui, vous voyez, un week-end, quelqu'un dit au village, on a donné le titre de notabilité, c'est tout, tu le fais, c'est tout ceci. Sur Facebook déjà, au lieu qu'on appelle Madame le ministre, on appelle plutôt par le nom de reine mère, de l'interaction et des villages. Donc je pense qu'il faudrait qu'on revienne à l'essentiel, que les rois et les chefs, je pense que le faux secours, je l'ai dit, prennent sur eux de gérer. C'est un micro-État, Bobaka bien élevé. Il y a plusieurs sociétés, ministère de la Justice, ministère du Sport, ministère de ceci, pour développer les différentes communautés. Merci M. Mbachou. On marque une pause rapidement et on va revenir tout à l'heure avec non seulement vos messages, madame, messieurs, mais surtout, on va poursuivre l'émission avec des sujets qui peuvent certes vraiment vous fâcher, mais vous permettre de comprendre le Cameroun profond. Consti Lamine est avec nous ce matin. Bonjour Consti. Nous saluons Consti Lamine à l'instant, il est véritablement avec nous. Bonjour Consti. Alors bonjour Michel Ngachou, bonjour à nos nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. Parmi les clients, je tiens ce matin à remercier personnellement le chef d'agence d'Excellence Plus Douala qui est un très grand client du concept Salaka. Aujourd'hui, il peut se mouvoir, aujourd'hui il peut sauter, aujourd'hui il peut courir parce qu'il a ses languettes médicales à l'intérieur, bien entendu, de sa paire de chaussures. Il n'a pas mal au pied, à la plante du pied, mais il a tout simplement voulu se prévenir contre les douleurs de la plante du pied. C'est donc l'occasion pour moi de dire merci au chef d'agence d'Excellence Plus, du côté bien sûr de Douala, qui est un utilisateur des languettes médicales. Faites comme ce chef d'agence, achetez vos languettes médicales et dites adieu aux douleurs au niveau de la plante du pied. Alors, chers téléspectateurs, la fin d'année pointe à l'horizon. La nouvelle année, c'est pour quelques jours seulement. Alors, pour clôturer l'année en beauté, pour commencer l'année 2021 dans la joie, dans la bonne santé, dans la bonne humeur, alors je vous conseille de venir au magasin Mille un Tapis et d'acheter cette jaquette, c'est-à-dire d'acheter bien entendu, et d'acheter cet accessoire médical qui se présente d'une manière très très simple. C'est bien entendu les languettes médicales. Alors quel est le rôle des languettes médicales? Ces languettes médicales permettent d'éliminer les douleurs au niveau de la plante du pied. Les languettes médicales permettent de redresser notre plante du pied. Les languettes médicales permettent également de nous prévenir contre les douleurs au niveau de la plante du pied. Ceux qui me regardent en ce moment, qui ont du mal à marcher, qui ont du mal à se mouvoir, qui ont du mal à courir, qui ont du mal à sauter, je vous conseille de venir au magasin Mille un Tapis et d'acheter votre languette médicale. Cette languette médicale est en vente en ce moment au magasin Mille un Tapis et reçoit une véritable double réduction, chers téléspectateurs. Alors, comment l'utilise-t-on? Une fois qu'on a acheté sa languette médicale, que ce soit le modèle des femmes ou alors le modèle des hommes. Je rappelle que le modèle des hommes est plus grand et le modèle des femmes est encore plus petit et on peut l'adapter selon sa pointure. On met la languette médicale à l'intérieur de sa paire de chaussures, que ce soit la tennis, que ce soit la tchetch, que ce soit les Rangers, quel que soit le type de chaussure, la languette médicale est adaptée pour tout type de chaussures. Une fois qu'on l'a mis à l'intérieur de sa paire de chaussures, on peut désormais chausser bien entendu cette chaussure et se sentir
sentir à l'aise. Au fur et à mesure, vous allez voir comment les douleurs vont s'éliminer, les douleurs vont se retirer et laisser place à un véritable bonheur. Donc, chers téléspectateurs, écoutez-moi très bien, c'est le concept Salaka qui vous parle. Vous savez très bien que je ne vends pas n'importe quoi. Quand c'est pas bon, je ne vends pas. Les languettes médicales de plus en plus sont sollicitées. Les languettes médicales sont en vente au magasin 1001 tapis. Le prix normal de ces languettes médicales est de 8500 francs. Le prix de promotion est de 6500 francs. Mais nous sommes toujours en train de faire une double réduction du côté du magasin 1001 tapis et nous vous permettons d'acheter la paire de languettes médicales au prix de 6 000 francs, la paire de languettes médicales, chers téléspectateurs. Nous la vendons avec garantie. Une languette médicale, une paire de languettes médicales, vous l'avez à 6 000 francs au lieu de 6 500 francs du côté du magasin 1001 tapis. Nous livrons dans tout le Cameroun. Ceux qui ont besoin de commander cette languette médicale, quelle que soit la ville, quel que soit le pays, quel que soit le quartier, appelez le concept Salaka et commandez votre languette médicale au prix de 6 000 francs, la paire de languettes médicales. Le magasin est situé à Douala, c'est en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Vraiment, merci beaucoup pour ce moment de vente avec vous comme tous les matins. Et puis, on se fera toujours un plaisir d'être là pour vous écouter. Il est important de vous rappeler, madame, messieurs, qu'en ce qui concerne les résolutions ou encore les résolutions de la crise anglophone aujourd'hui qui perdure depuis 4 ans véritablement dans les zones anglophones, dans le nord-ouest et le sud-est Cameroun. Un Camerounais vient de comprendre la nécessité de revenir au Cameroun, organiser ce qu'il a baptisé le concert de la paix qui aura lieu ce 27 décembre à Yaoundé précisément, au Palais des Sports. Il s'agit bien sûr de Sa Majesté Rabouni Ier qui reviendra effectivement à travers cette belle initiative, permettre aux Camerounais non seulement de se parler entre eux, mais surtout d'avoir un son de cloche important pour la résolution de la crise anglophone aujourd'hui. Et il nous parle bien sûr d'un concert de stabilité, un concert de la paix autour de la stabilité, la réconciliation, mais surtout le développement, surtout la recherche de la paix. C'est ce 27 décembre au Palais des Sports de Yaoundé, une belle initiative quand même, Charlemagne Bachou, ramener la paix à travers la musique, ramener la paix à travers justement l'échange, la communication et parler aux Camerounais. Il devait le faire à Bamenda. Il a commencé. Non, on commence. Il commence par Yaoundé. Oui, si c'est à Yaoundé, il faudrait bien qu'il cause avec les responsables, les acteurs. Je crois que c'est Paul Tasson, le président de la reconstruction. Après professeur Gongomo, c'est Paul Tasson, oui, qu'il s'assied avec le professeur Gongomo, Tasson, le président de la commission du bilinguisme, qu'ils s'asseyent tous. D'abord, ils discutent, ils voient les ouvertures et maintenant, parce qu'il y a eu plusieurs événements comme ceux-là qui ont été organisés et qui ne nous ont pas porté vers les résultats attendus. Je souhaite véritablement qu'ils se rassemblent, qu'ils engagent des pourparlers, que l'heureux aboutissement soit justement, comment on dit l'aboutissement, ce soit ces cas-là, comme le grand dialogue national, on a passé le temps à débattre et après la soirée des gars était plus forte, même que les débats. Non, qu'on débatte d'abord, qu'il y ait des résolutions et qu'on organise justement ce conseil et qu'on pense non pas s'arrêter à Yaoundé, parce qu'il ne faut pas être loin du feu, du terrain et qu'on descende sur les lieux, notamment qu'on va à Boya, qu'ils descendent au niveau de Bamenda, qu'ils vont s'asseoir, qu'ils discutent, qu'ils prennent les avis des uns et des autres pour pouvoir atteindre les résultats escomptés, M. Michel. C'est une initiative justement pour ce 27 décembre, concert de la paix, de la stabilité, la réconciliation et le développement Bon-Bengan, qu'il faut saluer à ce moment précis quand on sait que le Cameroun traverse des moments difficiles avec la recherche des résolutions de la crise anglophone. Tout à fait. Moi, tout le contraire de ça, moi je veux que ces initiatives restent à Yaoundé. Ah bon? Oui. Pourquoi? Oui, c'est à Yaoundé qu'il y a c'est le siège des institutions, c'est là où il y a le président, c'est là où il y a les représentations diplomatiques. C'est ça. D'abord, sur le plan du principe, je me rappelle après que le président Paul Biya ait procédé à des conciliabules en 1979, il a négocié pour que beaucoup de gens en exil, il y en a un, Gwangumne, il est décédé en 2013, il lui avait dit, ils ont commencé à remonter, à relancer le président Paul Biya, il a dit, comme Yaoundé refuse de nous écouter, tout le monde finira par nous entendre. Donc c'est Yaoundé, la décision est à Yaoundé. Mais, sauf que en négligeant l'autre partie, voilà, il faut prendre les deux avis, le médiateur,
le négociateur, le réconciliateur a besoin de s'appuyer sur tous les avis pour pouvoir... Il faut d'abord qu'il ait la volonté politique de chercher la solution. Et on ne quittera pas Yaoundé dès lors qu'il n'aura pas cette volonté politique-là. Sinon, ce sera comme si on fait le tournée de la paix et après on va lui dire, ajoute un imam, un prêtre. Non, on reste à Yaoundé, il multiplie ces rencontres et il ajoute, s'il me consulte, je vais lui dire, parce que vous avez parlé de Ramouni Ier. Sa Majesté Ramouni Ier. S'il a une autorité traditionnelle, il doit donc ajouter ce qu'on appelle dans notre jargon, que vous avez mal interprété, les griots. Les griots, c'est ce que vous appelez ici les humoristes. Ouais. Les humoristes, donc, les gens qui viennent donner une représentation végétale, comme s'ils disaient au chef. Quand le griot, c'est ça, le griot à la chefferie, à la royauté. Il dit au roi, comme tu vois là, il y a une maman, il crée une histoire, il y a une maman qui avait 2 enfants, un du bir, un ambazonien. Quand ils venaient manger tous les 2 à 19h, un jour, tel a dit que le birois doit tuer l'autre. Que dit la maman? Bon, il faut raconter des histoires comme ça pour montrer dans quel embarras les mamans se retrouvent. Parce que vous avez 2 mamans comme ça. Vous devez lui demander à cette maman de liquider quel enfant? En tout cas, voilà, on va demander donc au roi, non, faites en sorte que causer avec cette maman. Donc, il faut multiplier. Donc, en plus de concerts, d'avoir suscité que les humoristes camerounais créent des élections. Il a été dans comment on va dire, les murs de l'Union africaine. Ne l'oubliez pas. Il commence ici. Je ne dis pas non. Tout à fait. Mais il a été dans les murs de l'Union africaine où il a eu à discuter avec les différents, je pense, les parlementaires. Avec les chefs d'État d'ailleurs. Sur la question. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait un rendu. À défaut de ça, on va faire comme le budget 2021. Non, mais il y a un ancien président, un ancien chef d'État qui a appelé le président Biya, n'a pas pris le téléphone. Donc, voilà. Donc, c'est bien qu'il vienne. Moi, de mon point de vue, s'il fait un concert, il reste même 3 mois à Yaoundé. Voilà. Concert sur concert sur concert. Avec Sa Majesté Ramouni Ier propose un concert de la paix, concert autour de la paix, la stabilité, effectivement, la réconciliation et surtout la reconstruction. Merci beaucoup. On verra ce que ça donnera, hein, parce que les Camerounais, on verra ce que ça donnera. On attend. C'est pour que l'entrepreneur en chef engage une solution pour la paix. Sinon, le concert restera une distraction. Donc, pour que ce ne soit pas une distraction, il faut multiplier ce concert en ajoutant les humoristes. Merci beaucoup, Bonbon Bengan. Restons vigilants, attendons voir ce que ça donnera dans les jours à venir. Mais c'est bien pour l'initiative de paix, c'est important. La revue des réseaux sociaux, Karine Sontia. C'est avec vous. On s'intéresse au décret signé par le président Paul Biya hier, un décret portant création de la Société nationale des mines, la Sonamine, à une entreprise à capital public dans laquelle l'État sera l'unique actionnaire, même si elle peut s'ouvrir à l'actionnariat public ou privé. La Sonamine est placée sous la tutelle technique du ministère des Mines qui assurera la conformité des résolutions du conseil d'administration aux lois et règlements ainsi qu'aux orientations des politiques sectorielles. La Société nationale des mines est placée sous la tutelle financière du ministère des Finances. Et puis, on va parler un peu des composantes de cette entreprise, notamment du conseil d'administration. Un représentant du président de la République, un représentant des services du Premier ministre, un représentant du ministère en charge des Finances, un représentant du ministère en charge des Mines, un représentant du ministère en charge de l'Économie, un représentant du ministère en charge de l'Environnement, un représentant du ministère en charge de la Recherche scientifique, un représentant du ministère chargé des affaires foncières, un représentant du ministère en charge des transports et un représentant du ministère en charge du commerce. Voilà. Est-ce que c'est opportun à ce moment précisément? Maintenant, sur la toile, les commentaires disent que ça, c'est encore une autre entreprise budgétivore qui va naître. Maintenant, il y en a qui disent que c'était l'occasion de faire travailler les ingénieurs qui sortent de l'école des mines de Menganga. Mais quelle école déjà, Karine? On dit justement qu'à Menganga, il y a une école de mines là-bas. Mais il y a on forme quand même, non, même s'il n'y a pas les classes. On peut vraiment on peut le dire en Mondovision que le Cameroun a une école de mines. Véritablement, Dominique Audrey, vous appréciez ça comment, vous? Oui, de façon formelle, il y a, je veux dire sur papier, il y a effectivement une école et je crois que le ministre de tutelle des enseignements
supérieur, lors d'une assemblée, a dit que tout allait bien, que l'école était fonctionnelle et personne n'a rien trouvé à redire. Donc s'il dit que ça va, c'est un peu comme 32 égale 50. Voilà. Donc ça veut dire que c'est 500. Ça veut dire que ça va, c'est bien. Maintenant, l'opportunité de création d'une telle entreprise donne à réfléchir. Parce que le secteur minier au Cameroun, il s'agit des mines, si je ne me trompe. Le secteur minier au Cameroun a énormément de problèmes. D'abord que l'article 134 du Code minier de 2016 n'est pas respecté. Et il demande que les secteurs qui ont été exploités, par exemple, par des Chinois, parce qu'ils sont présents sur ce terrain, soient réhabilités, refermés et tout. À ce niveau-là, rien n'est fait. Il n'y a pas un contrôle qui vient ensuite contrôler qu'effectivement les exploitants ont remis les espaces à niveau. Conséquence, tous les jours des Camerounais meurent. À Menganga, si vous allez lire des différents articles, vous allez voir à quel point les Camerounais meurent dans ces sites miniers-là. Que va-t-on faire des artisans, des miniers, des personnes qui font les mineurs artisanaux? Que va-t-on faire? Si on veut créer une société, pourquoi placer cette société-là sous la tutelle du ministère des Mines? Pourquoi ne pas mettre quelqu'un sous la tutelle? Oui. Pourquoi mettre cela sous la tutelle? Vous avez mentionné tutelle financière du ministère des Finances, tutelle technique du ministère des Mines. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une société vraiment qui se détache de ce ministère-là, qui travaille effectivement dans cette société? Parce que le secteur, cette entreprise, quand j'ai parcouru les missions, entre autres, entend promouvoir le secteur minier au Cameroun en préservant les intérêts, mais sauf que moi, je n'ai jamais vu de l'or camerounais. Je veux dire que de l'or brut comme ça... Vous voulez voir ça? Oui, je veux voir. Vous avez des bijoux? Mais c'est pas de l'or. C'est pas de l'or. Je veux dire que si on veut promouvoir le secteur, ça passe d'abord par l'organisation du ministère en haut pour qu'on ait cette société-là qui puisse effectivement servir à quelque chose. Et avoir... Vous savez, lorsque vous regardez des documentaires dans d'autres chaînes, on vous présente des produits miniers de certains pays, ça fait baver. Mais jusqu'ici, on en est tellement loin. Et on vous dit justement que tout part de l'Afrique. Voilà, parce que dans une société qui va promouvoir l'or, la bauxite, le diamant camerounais, elle doit être mieux pensée et non l'ajouter encore à un ministère déjà qui ne fait pas effectivement son travail. Merci beaucoup Dominique. Audrey, autre sujet ce matin, Karine. Moi, je pense qu'il y a risque de blocage pour l'épanouissement de cette entreprise. Ça risque de ressembler à la loi des finances de 2018 qui avait dit qu'on va limiter les importations de la friperie. Les gens pensaient derrière qu'on va développer le textile local. Malheureusement. Donc, voilà. Il existe une structure au Cameroun qu'on appelle cadre d'appui pour la protection, la promotion de l'artisanat minier, de l'artisanat minier Capam, qui a la possibilité de s'arrêter, moins d'exploiter, de s'arrêter à... ne peut pas aller au-delà de 30 mètres du sous-sol. Bon, est-ce que cette entreprise va aller au-delà de 30 mètres de notre sous-sol? Point d'interrogation. Deuxième chose, le président de la République a donné aux Américains de Jovic SA le nickel et le cobalt du Cameroun. Or, le Cameroun a la deuxième réserve du nickel et du cobalt au monde. On ne sait pas. Ça nous rapporte quoi? Ce que nous avons donné, j'ai rien. Décembre 2008, il signe un décret où il donne l'exploitation de notre diamant aux Coréens pendant 25 ans et renouvelable tous les 10 ans jusqu'à épuisement. Est-ce que cette entreprise vient maintenant régler tous ces coordonnées? Là où d'autres pays, nous on aurait souhaité le transfert de technologies, par exemple, qu'on vienne sur place, on transforme le diamant ici, on recrute. Est-ce que cette entreprise aura vocation pour? On n'en sait rien. Donc, en réalité, ça risque d'être un gouffre à sous, ou bien comme la banque des PME. Le ministère des Finances va dire, ah oui, on a fait des trucs. D'abord, on va passer 2 ans pour sortir l'organigramme. Quand l'organigramme va sortir, décret d'application, on t'attendra encore 2 ans. Après, quand on va nommer le DG, on va nommer le PCA, le DG, le DGA, on va encore passer 2 ans et voilà. C'est très compliqué. Karine, nous vous écoutons.
Le deuxième sujet concerne le classement du Cameroun au rang mondial en termes de liberté de la presse. 134e selon Reporters sans frontières qui va paraître ce jour et le contenu est clair. Le Cameroun poursuit sa longue marche arrière en matière de liberté de la presse. Le nombre pléthorique d'organes de presse souvent mis en avant par les autorités ne suffit pas à assurer un environnement favorable aux médias. Voilà. En 2019, il faut préciser que le Cameroun était 131e. Il perd ainsi 3 places. Voilà, donc on passe de 131e à 134e aujourd'hui. Et dire en même temps que le Cameroun ne se porte pas bien, les journalistes ne se portent pas bien au Cameroun, les réalités qui nous entourent, les violences auxquelles nous sommes tout le temps, nous sommes victimes permanemment, les menaces permanentes. D'ailleurs, il y en a qui vous appellent au téléphone et vous brandissent en vous disant « Ah, vous parlez beaucoup, n'oubliez pas que nous, on vous a à l'œil. » Bon, de toutes les forces, c'est ça le Cameroun. Ça ne surprend plus et c'est des réalités que nous avons aujourd'hui. On peut également citer le cas de Samuel Ouazizi, dont jusqu'à présent, on n'en parle plus. On ne dit plus un seul mot sur le cas de ce... Justement, on a le cas de Christophe Fomunio, qui est toujours enfermé. On a le cas de Paul Touta, toujours incarcéré jusqu'à présent, et son procès qui piétine depuis un petit moment. On n'oublie pas les nombreux cas que les journalistes... D'ailleurs, on a le cas justement de ce journaliste qu'on appelle Guy Roger Mvondo du quotidien Mutation, qui a frôlé bien sûr la mort pour avoir voulu rendre compte de la crise justement à l'église presbytérienne du Cameroun, consistoire d'une thème, et on sait exactement ce qui s'est passé là-bas. Donc, le journaliste au Cameroun aujourd'hui est très mal vu. Des pressions permanentes il porte des pressions permanentes tout le temps, et peut-être même le public ne le sait pas, que c'est très compliqué pour nous. Allez, on va poursuivre, Karine, un autre sujet également pour nous ce matin. Une quinzaine de microbes, de bandits, de jeunes délinquants, qu'on appelle généralement des microbes, a été arrêtés hier par la gendarmerie au quartier Bépanda. Ils étaient des spécialistes. C'est des présumés, hein? Oui, des présumés. Voilà. Spécialistes. Les spécialistes, ils arrivaient chez vous, parfois ils débranchaient les compteurs et autres, mais ceux-ci ont été arrêtés hier. Voilà, c'est les images qui circulent. Ils passent dans les bars, ils raquettent, ainsi de suite. Oui. C'est les images qui circulent sur Internet justement. On va d'abord pour le moment stopper les images comme ça ce matin. Dire que le phénomène des microbes devient très dangereux, Charles Amembatou, aujourd'hui. Maintenant, on passe d'un cap à un autre. Maintenant, on va dans les maisons toucher les gens dans leur domicile. Mais vous vous attendez à quoi lorsqu'on a passé le temps à paupériser le peuple? Ce n'est que ça, on ne peut s'attendre qu'à ça, sauf qu'après avoir tenté à Tanga Sud, maintenant ils se replient vers Tanga Nord, et c'est les populations de Tanga Nord qui, eux-mêmes victimes de la même souffrance, la même paupérisation, vont devoir encaisser ces différents coups. Il y a d'autres qui deviennent des agents de la mairie pour arrêter des Bensikines sans aucun chasuble, sans aucun badge, rien. Ils sont dans la rue. À des heures, quand vous passez dans certains axes, ils ont des roues, ils tiennent des roues, ceux qui sont sur la moto, on lance la roue rentre, ça vous bloque et ça fait tomber la moto, ils récupèrent la moto. Donc il faut dire que certains vont dire c'est comme ça les fêtes de fin d'année, mais je dis la pauvreté est en train d'atteindre un seuil dans un pays où on a tué la classe moyenne, on a tué, là les journalistes, vous parlez tout à l'heure, que voit un journaliste, que voit un médecin, que voit un enseignant, que voit un avocat, on est en train de tuer toute la classe moyenne. Il y aura juste une classe de très riches et une classe de très pauvres. C'est justement ce fait quoi on est en train de partir. Des messages quand même rapidement, Karine, avant qu'on marque la pause. C'est très important justement de les avoir, de lire au moins nos téléspectateurs ce matin qui sont très nombreux, et on en profite encore pour leur dire merci pour l'attention qu'ils portent à l'émission 10-12 le Zénith. Donc voilà, ils sont à l'écoute et ils nous regardent ce matin. Aujourd'hui, les chefs de la Menoa pleurent parce qu'on les a écartés du gâteau national, tous des mendiants, honte. Il faut même arrêter de lire les trucs comme ça, on finira jamais rien, mais on crée les nouveaux de jour en jour. Un autre message, pourquoi tous ces chefs nommés par le ministre Atanganji sont des chefs hybrides? Rien de bon traditionnellement ne peut venir d'eux. Un autre message, le régime RDPC ne sait plus quoi faire pour déclencher le chassement
Oh, depuis quand les concerts apportent la paix, faut beaucoup plus qu'un simple concert. Tous les Camerounais savent ce qu'il faut pour revenir à la paix dans notre pays. Stop à la distraction. Le ministre Femme Dongo, lui, seul est professeur, chef traditionnel, membre du comité central du RDPC, membre du bureau de communication du RDPC. Tout ça pour lui. Notre message, chef traditionnel, c'est la patate qui avait accepté comme la mange crue. Le macabo Fousso Koudjou a refusé. Allez toujours vous faire ridiculiser par le RDPC. Merci beaucoup Karine. On va rapidement resaluer à nouveau Constilamé. Sécrétons dans nos conduits auditifs une matière jaunâtre et peu ragoûtante que nous avons pris l'habitude de retirer avec des cotons-tiges. Pourtant, il ne faut jamais faire ça. Le coton-tige provoque des bouchons d'oreilles ou pire que ça, il blesse vos tympans. Et c'est encore plus fréquent chez les enfants dû à leur conduit auditif plus étroit. Pour remédier à ce problème, des chercheurs ont mis en place un appareil permettant d'aspirer l'intérieur des oreilles sans aucun risque. L'embout de cet aspirateur est conçu pour aspirer uniquement d'un côté. Cela permet de ne jamais être en contact avec votre tympan. Mais cela est-il vraiment nécessaire de se nettoyer les oreilles ? Oui. Les médecins recommandent un nettoyage d'oreilles par semaine. Il existe certains moyens de les nettoyer, mais ils sont souvent trop coûteux et prennent énormément de temps. C'est donc pour cela que le Earlys Up a été conçu. Car il est sans aucun risque, rapide, moins cher que toutes les autres méthodes, mais surtout il nettoie à 95% vos oreilles, contrairement aux autres méthodes qui nettoient au maximum 60%. Pour utiliser le Earlys Up, rien de plus simple. Allumez l'appareil et entrez délicatement le tuyau dans votre oreille ou celle de votre enfant. Faites ensuite tourner lentement le Earlys Up pour ainsi aspirer tous les déchets du conduit auditif. Il est recommandé de faire cette manipulation pendant 10 à 20 secondes par oreille. Sachez que chaque jour, plus de 200 personnes sont hospitalisées à cause des cotons-tiges. Ils provoquent souvent des bouchons de coton et de cérumen, mais le plus grand danger reste le dégât au niveau des tympans qui provoque souvent des pertes de l'audition. Allez Consti, vous nous parlez encore de ce produit Earlys Up. Bien entendu, dont je parle une fois de plus de cet appareil qui permet de nettoyer délicatement vos oreilles. Après donc la vente des languettes médicales, tout à l'heure, le concept Salaka s'installe à nouveau sur le plateau commercial de l'émission 10-12 Le Zénith pour vendre en direct à tous les téléspectateurs sans se déplacer, ceux qui nous regardent à la maison, dans les bureaux, à travers le téléphone portable, dans les champs, dans les campagnes. Alors j'attire votre attention, regardez-moi attentivement et notez bien entendu les numéros de téléphone et passez dès à présent vos commandes. N'attendez pas la fin de la promotion, n'attendez pas la fin des stocks. C'est donc l'occasion plus que jamais de venir au magasin 1001 Tapis et d'acheter cet appareil qui a été présenté tout à l'heure en images. Vous avez vu la qualité des acteurs, la qualité du spot, la qualité du message et surtout les avantages liés à cet appareil. Oui, on l'appelle le Earlys Up. En anglais, ça s'appelle appareil pour nettoyer oreille. De l'école, c'est appareil pour nettoyer oreille. C'est ça le nom de cet appareil en anglais renfoncé by Constilamine. Appareil pour nettoyer oreille. Chacun devrait l'avoir à la maison, chacun devrait l'avoir au bureau. Il est important de nettoyer les oreilles de temps en temps. J'attire l'attention des parents qui nous regardent en ce moment. Les enfants sont à l'école et parfois ces enfants prennent de temps en temps les stylos, ils prennent les crayons qu'ils enfoncent à l'intérieur des oreilles. C'est délicat, c'est pas bien. Donc évitez l'utilisation des objets pointus pour nettoyer les oreilles. Un appareil de qualité, un appareil révolutionnaire, un appareil conseillé par les médecins, le Earlys Up vous permet de nettoyer délicatement vos oreilles. Alors, comment l'utilise-t-on? On n'a pas besoin de le connecter au courant électrique. Vous mettez une pile à l'intérieur de cet appareil, vous fixez les différents, c'est-à-dire l'un des bouts que vous allez ensuite allumer et mettre pendant quelques secondes à l'intérieur de l'oreille. Vous allez ressentir un bourdonnement et ce bourdonnement permet d'aspirer la saleté à l'intérieur des oreilles. Donc, chers téléspectateurs, plus besoin d'utiliser les brindilles de balai, d'utiliser les cotons-tiges, d'utiliser bien entendu, c'est-à-dire d'utiliser les stylos, d'utiliser bien entendu les crayons. Donc, offrez-vous un appareil qui vous permet de nettoyer délicatement vos oreilles. Et cet appareil s'appelle le Earlys Up, en anglais renfoncé, de l'école AMC, appareil pour nettoyer oreilles. Alors, parlons donc du prix
Le prix qui s'affiche à l'écran depuis quelques secondes est le prix de promotion qui est de 7 500 francs. Mais nous sommes toujours en double réduction au magasin 1001 tapis et nous permettons à tous nos téléspectateurs de l'avoir à 7 000 francs. Cet appareil qui permet de nettoyer les oreilles, il vient dans un carton avec tous les accessoires. Vous l'avez à 7 000 francs. L'appareil pour nettoyer les oreilles, encore appelé appareil pour nettoyer oreilles, vous l'avez à 7 000 francs au magasin 1001 tapis. Merci beaucoup, Constil Amine. Merci à vous, madame, messieurs. Nous vous rappelons simplement que vous devriez, quoi qu'il en soit, vous intéresser aux affaires politiques. Et merci à Dallas Tiana ce matin qui est avec nous à la caméra, Carlos Minuson et Emmanuel Wapi à la réalisation. Retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 10h avec le même plaisir. Madame, monsieur.